Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 232e épisode le 8 juin 2021. Au programme de cet épisode, on va voir comment Apple continue à nous éblouir en levant les frustrations qu'ils ont installées pendant des années, en relayant des annonces phares de la conférence donc de la WWDC qui a été diffusée hier. Et puis on va parler aussi d'intelligence artificielle du côté du pays du soleil levant, de la nouvelle version d'Android, HarmonyOS, et évidemment de déboires du moment sur la crypto-monnaie avec son ambassadeur Elon Musk. Cet épisode... C'est l'empire du milieu, hein. C'est pas le même empire. Parce que... C'est pas tout à fait le même, effectivement. Ne mélangeons pas tout. Cet épisode devrait même se conclure avec un peu de chance, avec une rubrique hacking et même une rubrique jeux vidéo. On est très très ambitieux. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que Robertson est au monde de la vis. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Voilà, le Bernard Pivot des métaphores géographiques, hein, donc comme on l'aura bien compris. J'aurais tout essayé sur les métaphores. Alors pour ceux qui connaissent pas Robertson, c'est un format de vis canadien, mais qui est plébiscité. Vous pouvez aller regarder la vidéo de Syllabus sur YouTube qui vous démontre à quel point c'est le meilleur format de vis qui existe au monde. La vidéo du 23 février dernier. Et je retrouve également votre journaliste favori, chroniqueur de podcast versatile et aux multiples qualités, parmi lesquelles sa gentillesse exemplaire, c'est Cassim Ketfi. Salut Cassim. Salut. Ça va. C'est vrai. Merci beaucoup de te joindre à nous. Mais c'est parce que tout est dit, enfin, Cassim, tout est dit. Et puis, tu nous rajoutes des éléments de notre conducteur juste avant l'enregistrement. Donc, c'est parfait. Au passage, un petit avis sur Apple Podcast qui émane de Johan Unrun, qui a mis donc 5 étoiles en disant podcast, technophile enthousiaste. Après 3 mois coupé du monde tech, j'ai commencé par lire les titres des épisodes pour connaître les news. Bien vu, effectivement, ça passe aussi par le rédactionnel, le podcast, après tout. Au passage, vous avez peut-être entendu un sponsor au début de cet épisode. Alors, il nous aide à faire grandir le podcast, à en assurer la pérennité. Et si vous aussi, vous voulez contribuer et nous soutenir, évitez de vous exposer à la publicité. Inscrivez-vous sur notre page Patreon, patreon.com/techcafé, et puis accédez à des avantages exclusifs. Merci en particulier à Julien et à Fabien, qui sont parmi les plus récents à avoir rejoint ce dispositif. Sans autre forme de procès, on va donc vous parler de plusieurs news, à commencer, comme je le disais juste avant, Cassim qui nous rajoute des news, mais pour la bonne cause, il a raison. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce midi, parce que, sans prévenir, toute une partie d'Internet était indispo. Oui, toute une partie d'Internet. Alors, il y avait plusieurs sites de concernés. Cassim, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est d'un coup tu sais, c'est ce phénomène où tu veux aller sur Twitch ou sur Reddit, et puis là, le site répond pas, et tu te dis, ah mince, j'ai perdu ma connexion Internet. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas le seul, et que d'autres sites fonctionnent au demeurant, donc tu te dis, bah non, j'ai bien Internet. Et tu te rends compte sur Twitter rapidement que tu n'es pas le seul, et que c'est pas que en France, c'est pas une panne Orange ou SFR, c'est pas, voilà. Ça concernait tout le monde, et donc on a très rapidement compris que c'était pas Amazon Web Services ou Cloudflare qui était tombé, mais un autre fournisseur de CDN qui s'appelle Fastly, donc qui est un intermédiaire important, puisque à cause de la panne qu'ils ont subie, il y avait quand même pas mal de sites et de services qui étaient indisponibles dans le monde, surtout Amazon, faut bien le dire, Amazon, Twitch et Prime Video, donc les trois gros piliers d'Amazon qui étaient indisponibles. Il y avait pas mal de sites de médias, dont CNN, la BBC ou Le Monde qui était aussi impacté, le site Reddit, il y avait même les emojis de Twitter qui étaient touchés et qui s'affichaient très mal, et puis plus peut-être de façon un peu plus importante, il y avait Stack Overflow, et j'en oublie un qui était également touché, et voilà, une panne qui du coup peut être gênante, et qui a duré finalement assez peu de temps, donc ça a duré, je sais pas moi, une heure, quelque chose comme ça, 1 heure et demie. Donc tout est vite rentré dans l'ordre. Ah oui, c'était The Verge que j'oubliais, je voulais justement le mentionner, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont très vite réagi, et plutôt correctement, en publiant un article sur Google Docs et en publiant le lien du Google Docs sur leurs réseaux sociaux et partout où ils pouvaient, pour comme relais un peu pour expliquer, bah oui, le site est down, il y a une panne, c'est un peu notre métier d'en parler d'habitude, mais là on peut pas vous en parler sur le site habituellement, et donc on vous propose ce Google Docs pour lire l'article, quoi.
C'est rigolo hein, de voir cette réaction, mais surtout en fait, à chaque fois que ce genre d'événement arrive, alors moi je l'ai pas vécu parce que je dois confesser que j'étais en terrasse au soleil. J'ai mangé un très bon italien, ça faisait des mois que je n'avais pas mangé au resto, je l'ai fait aujourd'hui. C'est bien agréable au passage, et donc c'est d'autant plus agréable que j'étais protégé de cette panne, tout connecté que je suis. Donc effectivement j'en ai pris connaissance à mon retour du resto, mais ça pose quand même toujours un petit peu question parce qu'on a cette habitude et cet acquis inconscient d'internet qui nous fournit des services, et effectivement à moins qu'on ait des pannes à titre individuel, à titre domestique, on a accès à tout finalement, et c'est quand même marrant ou pas, mais de se rendre compte qu'il y a des services assez clés qui, quand ils tombent, il y a toute une partie de notre quotidien qui peut tomber aussi. Voilà, bon, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça a été malgré tout très vite rétabli. On n'est pas en train de parler de plusieurs jours de panne, ça a été relativement court, donc c'est un point important. On va parler de la WWDC. Alors je me suis un petit peu mis en dehors de ma zone de confort en ne m'encadrant pas cette fois-ci d'experts plutôt pro Apple. Moi-même, je suis, comme vous le savez, plutôt en affinité avec les services d'Apple de manière générale, mais je me suis entouré de Cassim et Guillaume qui n'ont pas leur langue dans leur poche à ce sujet-là. Donc on va effectivement lister quelques éléments. Alors tout sauf exhaustivement. Je pense qu'il y a plein d'autres médias qui vont vous lister de manière très exhaustive tout ce qui a été annoncé et tout ce qui est en train d'être annoncé, puisque c'est plusieurs jours de conférences qui sont délivrées par Apple. Pour rappel, c'est des conférences qui sont destinées avant tout aux développeurs et aux constructeurs associés à l'écosystème Apple, mais la conférence donne évidemment beaucoup d'éléments sur les usages pour les utilisateurs finaux. Alors en résumé, certains sont très déçus, d'autres très très enthousiastes, et en réalité, en fait, je crois qu'il faut surtout être plus que jamais ni l'un ni l'autre, ou utiliser la formule de notre président français en même temps, parce que c'est satisfaisant pour beaucoup d'éléments, parce qu'Apple propose aujourd'hui une expérience utilisateur assez complète, très soignée, bon, évidemment avec des défauts, notamment celui de la fermeture, mais il y a aussi de belles avancées, on va relever certaines, et en même temps, donc, les dispositifs qui sont proposés pour les utilisateurs sont arrivés quelque part à un tel point de maturité, je dirais aussi la même chose quelque part des autres systèmes d'exploitation, Android ou Windows, mais dans le cas d'Apple, on parle aussi d'un écosystème qui est très cohérent, que les évolutions se font désormais par une somme de petites évolutions plus que des big bang. Et puis d'ailleurs, c'est plus ou moins visible en fonction des systèmes d'exploitation. Cette année, par exemple, il y a macOS et iPadOS qui sont quand même un petit peu mis de côté. Exit donc les It's a Revolution et bienvenue plutôt dans l'ère pleinement assumée des systèmes d'exploitation qu'on peut considérer un petit peu, je dirais, comme des services qui s'enrichissent d'une année sur l'autre. Ceux qui travaillent dans le monde du développement avec les méthodes agiles identifieront probablement le rythme dans lequel on est arrivé maintenant, de voir qu'une année sur l'autre, ce sont des petites itérations qui se cumulent pour faire évoluer les choses, mais évidemment, il fallait pas attendre de grosses révolutions et encore moins sur le plan matériel. Alors peut-être quelques mots déjà dans la globalité. Cassim, est-ce que tu as suivi cette conférence? J'imagine que oui, forcément. Et qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu veux en souligner avant qu'on rentre un tout petit peu dans le détail? Alors, est-ce que je l'ai suivi? Oui, forcément quand même un petit peu. Moins peut-être que mes collègues, parce que j'étais pas de service pour suivre la T'étais pas d'astreinte. Ouais. Mais je l'ai quand même suivi évidemment parce que ça m'intéresse. T'as très bien résumé les choses. Je pense qu'il faudrait donner un coup dans le rétroviseur pour se rendre compte aussi que Apple a un peu changé de méthode sur le développement en particulier d'iOS, qui est son OS phare. Parce qu'on a vu qu'il y a eu pas mal de nouveautés, beaucoup plus que les années précédentes, avec iOS 14.1, .2, .3, .4, .5, etc. Enfin, il y a eu plus d'itérations intermédiaires, on va dire, entre les versions, et j'ai l'impression que c'est un chemin qu'ils vont continuer à apprendre. Et donc, c'est logique que du coup, les sorties annuelles soient moins fortes en nouveautés, je pense, en plus du fait que l'OS est assez à maturité. Moi, un point que j'ai remarqué depuis plusieurs années sur iOS, c'est à quel point Apple mélange un petit peu, justement, comme tu le dis, les services et les applications avec son OS pour un peu enrober tout ça dans une mise à jour de l'OS. Et finalement, quand tu regardes des choses qui sont vraiment nouvelles à l'OS, en vrai, il y en a pas tant que ça. Genre, je pense qu'on peut en relever peut-être deux qui sont leur modification des notifications pour te permettre de te concentrer davantage avec ce système un peu où en gros
Les notifications réellement importantes, ils vont te les mettre en avant, si c'est vraiment urgent de te les montrer. Par contre, tout ce qui est un peu secondaire, un peu toutes ces notifications que tu peux recevoir d'un peu toutes les applications, je pense à toutes les pubs en fait finalement que tu peux recevoir de Reddit, Uber Eats, tout ça, toutes les notifications un peu pour te maintenir dans chaque service. Tout ça, ils vont te les résumer, ils vont te le packager dans une sorte de pseudo-magazine sous forme d'une seule notification. Pour éviter que ce soit trop surchargé et te permettre de te concentrer sur ton travail. Et là, une espèce de mode ne pas déranger, intelligent et un peu plus souple que tu peux un peu mieux configurer d'ailleurs. C'est ça qui est totalement dans l'air du temps et ça pour moi c'est une vraie nouveauté système puisque ça touche aux notifications. La deuxième vraie nouveauté système qui est déjà presque plus une nouveauté mais plutôt une API offerte aux développeurs. Tu l'as dit, c'est une conférence normalement qui s'adresse avant tout aux développeurs. C'est la question c'est SharePlay, c'est ça le nom, qui est cette possibilité. Et là, je trouve on a un peu toute l'intelligence d'Apple. C'est quelque chose. Ils ont bien repéré que tout le monde le faisait. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu une relation à longue distance ou vous avez déjà vu quelqu'un avoir une relation à longue distance, le truc que tout le monde fait, c'est regarder un film à distance à travers Discord, Skype ou quoi que ce soit et vous mettre lecture en même temps. Vous faites pareil pour de la musique, pour n'importe quoi que vous voulez consulter à plusieurs mais en n'étant pas présents physiquement tous ensemble. Il y a ça, il y a des services qui commençaient déjà un peu à le proposer chacun de leur côté, notamment Disney+ qui le propose. Mais là, avec Apple, en fait, ils viennent ils ont bien repéré ce besoin et ils viennent avec une API à l'échelle d'iOS qui fait que quand tu vas faire un FaceTime, tu vas pouvoir facilement suivre quelque chose en commun avec tous ceux qui sont dans FaceTime, dans ton appel FaceTime. Vous allez pouvoir lancer une playlist Spotify en même temps et avoir les musiques en même temps dans vos oreilles, pouvoir suivre une série télé ou une conférence, admettons, en direct aussi, tous ensemble à travers FaceTime, parce que Netflix, YouTube, Disney+, je ne sais pas, vont aller utiliser cette API. Et c'est quelque chose qui va être offert aux utilisateurs Apple dans l'écosystème. Et ça aussi, pour moi, c'est une vraie nouveauté, même si c'est à travers une API, c'est une vraie nouveauté système. Après, les autres que je pense dont tu vas vouloir parler, tout ce qui est un peu Apple Plan, tout ça, c'est Google Photo, lapsus révélateur, album photo, les améliorations qu'ils ont apportées pour les photos et le traitement de Siri, etc. C'est des choses qui ne devraient pas nécessiter normalement une mise à jour de l'OS et qui sur Android se fait de façon hebdomadaire à travers une mise à jour de l'application, on va dire Gmail ou Google Photos ou ce genre de choses, quoi. Oui, d'ailleurs, ce ne sont pas des évolutions OS. C'est présenté comme tel parce qu'évidemment c'est Apple et qu'ils intègrent ces applications-là nativement dans iOS, mais fondamentalement c'est pas ce qu'on peut appeler un système d'exploitation, c'est vraiment des évolutions des applications. On va vraiment pas toutes les lister parce que ce serait pénible et pas efficace, je pense. Deux choses peut-être juste avant qu'on liste quelques éléments saillants pour moi. D'une part, Apple rend iOS 15, donc la nouvelle version de son système d'exploitation mobile, compatible avec des smartphones vieux de 6 ans, donc les 6S et les SE vont passer à iOS 15. Ça c'est un joli record, c'est un point qui est toujours intéressant à souligner, quel que soit l'acteur, de maintenir comme ça des produits dans le temps. Et puis d'ailleurs, je mentionnais un petit peu la comparaison avec Android tout à l'heure. Je peux reprendre ce qu'a dit Ulrich Rosier, qui est d'ailleurs fondateur de Frandroid, à qui on fait un petit coucou, qui disait, je cite un tweet, SharePlay, partage de données de santé, iCloud+, Focus, Live Text, Photo Search, Wallet, Privacy. C'est difficile de comparer iOS et Android cette année, et je suis assez d'accord pour dire que là il y a quand même des éléments qui font que on est sur des environnements qui sont assez différents. L'un est évidemment très axé service et écosystème. Encore une fois, juste avant de lister les éléments qui m'ont marqué, Guillaume, tu l'as pas suivi dans les détails, mais est-ce qu'il y a des choses dans ta veille ou dans les petits échos que tu as pu voir suite à cette conférence qui t'ont marqué, qui ont attiré ton attention ? Oui, moi j'ai pas suivi dans le détail, j'ai vu effectivement des résumés comme ça, même résumés vidéo d'WWDC.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est pas forcément effectivement des évolutions d'usage, parce que moi, j'utilise pas donc les outils Apple, donc c'est vrai que ça me marque pas, ça me saute pas aux yeux, si tu veux, les améliorations, mais il y a quand même des choses que je trouve assez intéressantes, hein. Par exemple, déjà Siri passe plus ou moins en local, puisque donc les puces neurales à l'intérieur des puces Apple vont servir justement pour décoder une partie donc de ce que vous dites, tout simplement, c'est-à-dire le décodage de votre parole va se faire en local. Et il y a aussi plein d'autres choses d'ailleurs qui peuvent être faites en local, donc vous pouvez avoir une certaine intelligence, donc Siri peut être beaucoup plus réactive et utiliser beaucoup moins donc les data centers d'Apple et le réseau, et ça c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, j'en profite que tu dis ça, et surtout que ce soit toi qui dises ça, parce que les mauvaises langues diront encore heureux qu'on puisse enfin l'utiliser en local. On avait déjà eu des tests qui montraient qu'on pouvait l'utiliser en local avant, et que ça pourrait très bien fonctionner. Il y a quand même des éléments d'interaction qui nécessitaient plus de puissance matérielle que quand Siri est sorti, si je dis pas de bêtises, Guillaume. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais... Quand Siri est sorti, je crois que les puces n'avaient pas... Oui, alors, c'est sûr, à l'époque, il n'était pas possible de faire du traitement du signal aussi complexe que ça en local. En particulier, il y a ces fameuses sous-unités neurales dans les puces Apple, mais elles y sont maintenant un petit peu dans les puces de tout le monde, hein. Tout le monde a ce genre de truc, ça permet d'accélérer le calcul de deep learning, et donc ça permet d'accélérer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais en fait c'est juste, par exemple, transcrire des paroles en texte, ou faire des modèles statistiques assez évolués. Tous ces trucs-là, maintenant, c'est largement accéléré par les puces neurales, et donc ça permet de devenir jouable, si tu veux, de localiser une certaine partie de cette intelligence, alors qu'avant on était obligé de tout envoyer dans les data centers. Alors c'est pas nouveau, hein, parce que Amazon, par exemple, commence déjà à fabriquer ses propres puces pour intégrer donc ses Alexa et tout son truc là, et tout un écosystème à lui, et il fait déjà ce genre de truc. Donc c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire, mais c'est bien de le voir arriver comme ça sur les téléphones chez Apple. Bon voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant de faire les trucs plus en local. Moi je suis toujours pour, hein. Et d'ailleurs très probablement ces puces neurales sont aussi utilisées dans cette OCR, donc c'est cette reconnaissance de caractère qui est quand même impressionnante, parce que ça a l'air de rien, mais pouvoir donc sélectionner du texte dans une photo dans n'importe quelle application, c'est tout, comme ils disent, c'est system-wide, c'est-à-dire c'est vraiment des trucs qui fonctionnent dans toutes les applications au niveau système, et donc vous pouvez donc sélectionner du texte dans une photo, le copier dans un mail, et ça sera du texte. Ouais, on peut même c'est complètement cliquer transparent, sur le texte qui figure dans la photo si c'est un numéro de téléphone, par exemple. Hein, absolument, ça peut être traduit, c'est traduit en 7 langues, tout ça, c'est vraiment, c'est quand même assez cool, quoi, hein, et c'est complètement intégré et transparent dans iOS 15. Donc ça fait partie des trucs que je trouve quand même cool, hein, il faut bien le dire. Et puis bon, voilà, il y a d'autres trucs, hein, moi j'ai remarqué effectivement qu'on pouvait désormais coder complètement une application sur iPad. J'étais sûr que tu relèverais ça. Évidemment, et ça je trouve ça, je veux dire, en tant qu'utilisateur de PC, pour moi c'est évident qu'un véritable ordinateur, c'est un ordinateur sur lequel tu peux coder, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est bienvenu, évidemment. Tu dis développement, alors attention, hein, c'est uniquement des apps iPhone, iPad, et pas avec toutes les bibliothèques possibles et imaginables. C'est en gros, c'est l'interface SwiftUI, hein, qui est très visuelle et qui est très concentrée, mais bon, il y a pas tout. Mais quand même, la démonstration est faite qu'on commence à avoir avec l'iPad la possibilité de développer des apps, ce qui est effectivement assez notable, ouais. Ouais, et puis bon, peut-être, voilà, pour finir, j'ai bien aimé aussi cette histoire de Universal Control, dont tu vas sans doute parler, où effectivement tu peux contrôler... c'est vrai que tu as deux machines, elles sont pas forcément connectées l'une à l'autre, je veux dire, en tout cas, tu as un iPad à côté d'un Mac, et c'est vrai que pouvoir, de manière transparente, encore une fois, passer sa souris, son curseur de souris, de l'écran de son Mac à celui de son iPad, pour commander les deux... Bon, c'est pas un truc incroyable, hein, je veux dire, avec un VNC, tu peux faire ça aussi sur PC, mais le fait que ce soit aussi transparent, que ça marche sur les trois plateformes, iPad, téléphone et Mac, bon, oui, c'est quand même cool. C'est vrai que voilà, cette intégration, elle a aussi ses avantages, même si moi je trouve que le prix à payer est un petit peu trop cher, mais il y a quand même des trucs intéressants. Et tu parles pas du prix commercial, tu parles pas en tout cas que du prix commercial. Non, pas que, ouais. Voilà, c'est ça, c'est pas que ça. Voilà.
Dans le cas d'Universal Control, effectivement, c'est quelque chose d'assez bluffant parce qu'il y a aussi cet effet waouh de l'interface utilisateur où vous avez vraiment tout qui est pensé pour que la restitution visuelle vous montre que vous avez vraiment votre souris qui parcourt vos écrans sans a priori que vous ayez trop de configuration. Donc ça va être assez sympa à tester. Je vais lister moi les éléments qui m'ont effectivement marqué et puis je vous laisserai réagir s'il y a des éléments parmi ceux que j'ai listés sur lesquels vous voudriez encore rebondir ou des choses qu'on aurait oubliées qu'on voudrait mettre en lumière. Il y a FaceTime qui va arrêter de devenir ce truc complètement fermé que les gens n'utilisent pas tellement c'est fermé aux appareils Apple puisqu'on va pouvoir créer une conversation FaceTime, alors toujours sur un appareil Apple, mais proposer à des gens de nous rejoindre dans cette conversation FaceTime au travers d'un lien web, donc ce qui en gros rend les choses possibles avec Android et Windows, donc c'est un chouette élément d'ouverture. On n'est pas encore sur l'app FaceTime qui est dispo sur tous les appareils, mais enfin c'est un bel élément d'ouverture. Il manquerait, pour moi il manque encore le iMessage, enfin je trouve ça dingue. Je me demande, bien sûr. À minima, je suis presque étonné qu'ils aient pas développé une version web de iMessage auquel tu puisses accéder si d'aventure tu as un iPhone et que tu as un PC, tu vois, ouvrir comme tu peux avoir la version web de WhatsApp ou Telegram qui est une sorte de copie de ton... Enfin, pas complète, mais... Tout à fait. Voilà. Mais c'est d'autant plus surprenant. Non, mais c'est bien cette ouverture, quoi. C'est d'autant plus surprenant qu'il y a énormément de rumeurs qui nous laissaient imaginer qu'il y aurait plein de choses autour d'iMessage et finalement c'est pas forcément le cas. C'est assez timide comme évolution du côté de message, très cosmétique, très gadget j'allais dire, mais on n'est pas dans une révolution des usages. Pourtant il y aurait plein de choses à faire, hein. La conversation de groupe qui pourrait être améliorée, effectivement t'as raison, l'interface web ou sur d'autres apps. On connaît les enjeux commerciaux qui ont été dévoilés dans le cadre du procès face à Epic Games et qui montrent à quel point ils veulent garder iMessage pour les appareils Apple. Donc Safari va intégrer les extensions. Alors on a d'ailleurs Apple qui s'est coordonné avec les équipes pour Chrome et Firefox pour trouver un standard des extensions. Alors c'est pas quelque chose qui a été annoncé à WWDC, mais on peut espérer que Safari devienne un vrai navigateur avec lequel on puisse intégrer des extensions. Peut-être à terme donc les mêmes que sur d'autres navigateurs, allez savoir. Et sur tous les systèmes d'exploitation, comprenez qu'en gros il va y avoir des extensions sur Safari, iPhone, iPad et macOS. Avec Safari qui est un petit peu revu au niveau de son interface, ça a l'air plutôt sympa. Siri qui va s'ouvrir toujours dans cette rubrique ouverture à des appareils non Apple. Alors ça c'est peut-être un petit peu aussi une surprise dans la catégorie des ouvertures, c'est qu'on va pouvoir demain, il faudra voir les conditions, mais en théorie, imaginer avoir des interfaces, des appareils domotiques qui ne sont pas produits par Apple, mais avec lesquels l'interface vocale va être Siri, donc en concurrence avec un petit peu plus Alexa et Google. Je pense que très clairement, si Apple veut se faire une place dans le monde de l'interface vocale, en domotique, etc., ils n'avaient pas le choix que de passer par cette case. Donc on verra si jamais ils sont pas trop contraignants au niveau de l'intégration de Siri dans les appareils. Donc tu as parlé effectivement, Guillaume, de l'OCR qui sera disponible dans les photos de manière très transparente. On va pas revenir dessus. iCloud, sur lequel le nommage est assez déroutant, mais il propose donc iCloud Plus, qui n'est pas un autre service qu'iCloud, mais qui est tout simplement un bouquet de nouvelles fonctionnalités pour iCloud, avec la possibilité, entre autres, de vous générer vos adresses email cachées pour rediriger vers votre adresse mail, comme vous pouviez le faire avec l'authentification Apple avant. Donc ça, c'est des raccourcis qui peuvent être sympas. Il y a un VPN qui ne s'appelle pas un VPN, mais qui, pour moi, a toutes les caractéristiques techniques d'un VPN. Intéressant aussi de voir Apple qui propose ce service-là. Et quelque chose qui mérite d'être souligné parce que probablement pas assez de services technologiques le prennent en compte, c'est l'héritage des données. Comprenez que demain, tous les iPhones que collectionne Guillaume Poggiaspala depuis des années et qui contiennent plein de données sur sa vie personnelle, eh ben il a peut-être envie de les léguer à un Guillaume Vendée, par exemple, pour dire que le jour où il décède, je récupère toutes ces données et je pourrais récupérer... mais c'est le cas. C'est le cas. Tu pourras récupérer l'intégralité de mes données Apple. Oui, c'est vrai. Peut-être même que je peux les récupérer dès aujourd'hui. C'est ça que tu vas dire. Donc Universal Control, effectivement, allez regarder les vidéos qui montrent Craig Federighi. Là, je trouve qu'on est dans un exemple de communication en matière de tech. C'est à quel point l'interface utilisateur est pensée pour que ce soit simple. C'est pas toujours le cas, même chez Apple, quand on pense à la façon dont est géré le multifenêtrage sur iPad, sur lequel il faut faire des contorsions de doigts. C'est pas évident. Là, en tout cas, l'utilisation d'un seul et même clavier souris pour plusieurs Mac, iPad est plutôt intéressant et donc allez regarder la vidéo.
Et il fallait pas passer à côté non plus de ces quelques annonces, parmi lesquelles donc les pièces d'identité américaines qui seront bientôt dans Wallet, l'espèce de portefeuille numérique qui est intégré à iOS, à commencer par le permis de conduire. Donc intéressant de voir qu'Apple arrive à avancer dans ce domaine-là, qui est quelque chose de je pense inenvisageable dans beaucoup de pays, notamment en France, en Europe, j'imagine. Mais c'est une belle démarche et j'imagine que c'est le sens de l'histoire. Le développement effectivement pour iPad avec des évolutions donc du côté de Swift, donc qui va vous permettre sur iPad de développer des applications iPhone, iPad, jusqu'à la soumission sur l'App Store. Hein, donc il n'y aura pas encore une fois toutes les bibliothèques tierces qu'on peut imaginer, mais vous pourrez créer une application de bout en bout jusqu'à la soumission de l'App Store sur votre iPad. Et puis Xcode Cloud. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir tirer parti, on connaît pas encore toutes les modalités, hein, mais des serveurs Apple pour faire la compilation de vos applications. Évidemment, toujours en respect de votre code source pour faire en sorte qu'il soit pas diffusé n'importe où, mais vous allez pouvoir économiser du temps de machine et faire en sorte que la compilation de vos applications pendant votre développement se fera de manière transparente sur énormément d'appareils différents, et ce sera évidemment avec la puissance du cloud. Donc on peut imaginer que pour les développeurs, ça peut être une belle ressource en termes de productivité et aussi une belle manière de s'organiser quand on est en équipe de développeurs pour mieux coordonner le développement des applications. Et une dernière réflexion que je m'étais faite, qui est assez annexe en fait par rapport à la présentation. Alors au-delà de la qualité graphique et du tournage vidéo qui est quand même, je trouve, assez irréprochable et très qualitatif, et il faut que je vous décrive l'intro. C'est Tim Cook qui se retrouve face. Mais si, oh non, bah c'est indéniable. Enfin, je vous interdis de réagir. Voilà, je coupe vos micros. Non, je voulais juste réagir à l'intro où il y a Tim Cook qui se retrouve devant un parterre de Mimoji. Oh, putain. Et en fait, il y a quelque chose de très mignon et de très flippant à la fois, comme à chaque fois dans ce type de représentation de visage. Mais j'ai eu une photo d'un avenir où on pourrait très très bien imaginer avoir des casques VR et où on se retrouverait comme ça dans des environnements. On pourrait tout à fait imaginer que ce serait la restitution graphique de conversations comme ça avec des casques de réalité virtuelle à l'avenir. Moi, ça m'a fait Mark tout de suite penser à Zuckerberg. ça. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Ok, Et c'est avec les mêmes effets, le même côté futuriste et flippant. Si ça pouvait, si je pouvais être, je sais pas, personnifié par un avatar qui est pas sorti de Code Lyoko, ça m'arrangerait quand même. Hein. Donc voilà, je sais pas si parmi les choses que j'ai listées ou que j'aurais oubliées, il y a des choses que vous auriez voulu souligner qui mériteraient d'être portées à la connaissance des auditeurs. Cassim, peut-être? Non, t'as fait un tour très complet, je pense, de cette WWDC qui, au demeurant, est pas l'année, est quand même beaucoup moins importante que celle de l'année précédente, par exemple, qui a amorcé le changement vers Apple Silicon. Là, on est quand même sur une année beaucoup moins, je pense, importante. Mais c'est intéressant quand même de suivre. Mine de rien, Apple est vraiment en train de changer de culture. Enfin, la façon dont ils développent leur écosystème est complètement différente de celle d'il y a encore 3-4 ans, d'après moi, sur ce qu'ils sont en train de produire aujourd'hui. Quand tu vois des choses comme Apple TV qui sort sur Android Télé, c'est pas qu'une question d'ouverture ou de fermeture, c'est aussi une question de transition vers du service, de aller vers des usages autres sur la confidentialité, etc., qui sont autre chose autour des produits en eux-mêmes, et même s'ils servent aussi le hardware qui continue bien sûr d'être la pierre angulaire de ce qu'ils veulent vendre. Donc moi j'attends de voir. Moi, ce qui m'intéresse le plus chez Apple, c'est finalement le truc sur lequel ils ont le moins passé de temps, qui est macOS. Donc j'attends de voir plutôt l'année prochaine ou l'année d'après, voir où macOS va aller après sa grosse évolution de l'année dernière. C'est clairement pas une année de grosse transition. Si on doit faire des analogies TikTok en termes de développement, on n'est clairement pas dans une année avec des gros bouleversements, et je pense que ça s'est ressenti à la fois dans la conférence et dans les impressions. Mais il y a aussi pas besoin de ça. J'en discutais très brièvement avec Matt, avec qui évidemment je co-anime Relife, et lui était très très enthousiaste par rapport à tout ce que proposait Apple, et il me faisait cette réflexion de me dire finalement, cite-moi une autre marque qui est capable
capable de proposer cette telle expérience avec ces évolutions qui sont tout à la fois des vraies évolutions et en même temps assez transparentes. Je lui donne un point sur cet aspect-là, c'est clair. Guillaume, peut-être une dernière remarque. Si tu veux balayer d'un revers de manche tout l'enthousiasme dont j'ai pu faire preuve, n'hésite pas, ou au contraire... ouais, je peux faire mon Jean-Pierre Bacry, si tu veux, il y a pas trop... Non, on va pas jusque-là, quand même. Mais c'est... Non, il faut quand même pas exagérer. D'ailleurs, je reviendrai pas sur c'est le sens de l'histoire d'avoir ses papiers d'identité dans son téléphone Apple, mais... Ça, c'est notre problème. En reparlera dans 15 ans, Guillaume. Mais bon, oui, effectivement, moi, si tu veux, je l'ai déjà dit, Apple, c'est bien joli, effectivement, c'est très beau, c'est très léché, c'est de la bonne qualité, c'est très bien fini, et c'est très pratique, dans certains points de vue, d'avoir tout comme c'est une continuité entre tous ces appareils, etc. Ce qui veut dire que tous tes appareils sont de la même marque. Et ça, moi, ça me gonfle. Moi, j'ai un ordinateur, un téléphone, une télé, des consoles de jeux vidéo, des appareils à foison, aucun n'est de la même marque. Et c'est très bien comme ça. Et en fait, je pense que c'est même plus sain. Voilà, je pense que c'est plus sain que d'avoir tout un univers, que d'avoir absolument tout chez Apple, d'avoir sa télé Apple, son ordinateur Apple, sa tablette Apple, son téléphone Apple, sa montre Apple, son portefeuille Apple, ses loisirs Apple. Bon, voilà, c'est tout. Je pense que c'est une manière de voir les choses, si tu veux, et quelque part, oui, enlever toute friction comme ça entre les appareils, c'est bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que moi je ressens pas le besoin, si tu veux, de plein de choses qui sont proposées par Apple, et je me porte pas plus mal, quoi. Mais je pense que c'est justement très important que tu puisses le souligner, parce que on donnerait pas toutes les clés de lecture si on rappelait pas ça. Et effectivement, derrière des choix qui peuvent paraître très attrayants d'écosystème où tout est clé en main, si on n'a pas forcément confiance de ce qui se trame, si on n'a pas forcément conscience de ce qu'il y a comme enjeu derrière, on peut regretter même, je pense, par la suite des choix. Donc voilà, vous avez un dernier mot éclairé, juste parce que ça me fait penser aussi que je pense à vos deux réflexions que vous venez de faire sur l'écosystème Apple est certes très puissant et très bien quand tu as tout chez Apple, mais dès que tu n'as pas tout chez Apple et que tu commences à mélanger des choses, l'écosystème s'effondre assez vite et tu dis bien sûr, c'est vrai, c'est une évidence, mais en même temps, du coup, c'est aussi un vrai défaut de la proposition Apple face à ce que peut proposer un Google, par exemple, qui est beaucoup plus transverse dans ses fonctionnalités. Voilà, aujourd'hui, tu as un iPhone et un appareil sous Windows, tu peux très bien utiliser Google Photos et avoir les mêmes fonctionnalités et sur ton PC Windows et sur ton iPhone sans souci. C'est pas autant vrai pour les services Apple, et c'est la fermeture d'Apple qui des fois freine un peu cette adoption, cette fonctionnalité-là pour les utilisateurs, cette capacité pour les utilisateurs à bénéficier de l'expérience utilisateur Apple, quoi. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on peut continuer à recommander autant que faire se peut de garder des bastions. Moi, je sais qu'il y a certains services clés que je n'utilise pas du tout chez Apple et que je suis très content de pouvoir continuer à utiliser. Et vous pourriez presque me dire, le contre-exemple, Guillaume, c'est quelques services clés que tu n'as pas chez Apple. Demain, si jamais Apple fait tout pour que tu les aies chez eux, qu'est-ce que tu ferais ? Et c'est donc intéressant de se poser la question et d'en être évidemment complètement conscient. Bon voilà, je pense qu'on aura fait un bon tour de la WWDC sans pour autant ni être des gros fanboys, ni tout démonter et avoir un regard, je pense, assez objectif. Vous nous le direz en tout cas dans les commentaires. J'espère que cette revue vous aura permis d'y voir plus clair si vous n'aviez pas suivi cette annonce. Sans transition, on va passer sur des rubriques assez différentes en fait, même si évidemment on va vouloir continuer à révolutionner le monde, Guillaume, avec des propositions du côté de l'Empire du Milieu. Et oui, donc on passe en terre du milieu, non, c'est l'Empire du Milieu. Donc ouais, si tu me demandais à moi quel est le modèle de deep learning le plus impressionnant, j'aurais certainement répondu GPT. En 3 lettres, on l'a suffisamment dit. Oui. Attention. Donc 175 milliards de paramètres aussi, c'était fort quand même, ça paraissait pas facile à dépasser, pourtant la BAAI, donc c'est la Beijing Academy of Artificial Intelligence, elle vient de dévoiler Wudao 2, qui possède 1750 milliards de paramètres. Donc Wudao, c'est comme l'art martial, je sais pas si vous connaissez l'art martial, il y a un manga aussi d'ailleurs qui s'appelle comme ça, mais je l'ai pas lu, c'est Zui Wudao, je sais pas. En tout cas, pour l'art martial, Wudao ça veut dire la voie martiale, et ici par contre, Wudao ça veut dire enlightenment, comme lumière, mais dans le sens de connaissance. Donc strictement rien à voir, comme quoi les accents c'est très très important. Et donc Wudao 2, c'est 10 fois GPT-3,
Oui, bon, effectivement, au plus un modèle a de paramètres, au plus il est susceptible d'être bon dans ce qu'il fait ou de faire des trucs plus complexes. Donc vous vous rendez compte de la mémoire qu'il faut pour stocker ce modèle quand même. Hein. Pour GPT-3, même après distillation, tout ça, le modèle requérait 175 gigaoctets de RAM. C'est pour ça que vous pouvez pas trop l'avoir sur votre PC de bureau, quoi. Et donc ce truc a été entraîné sur 4,9 teraoctets de données, dont 1,2 teraoctets de texte en anglais et en chinois. Et ça veut dire que le reste, c'est pas du texte. Et en fait, le modèle est multimodal. Et ça, c'est fort, parce que la promesse, c'est que Wudao fasse ce que fait GPT-3, mais pas seulement avec du texte, mais aussi avec des images, du son. Donc en fait, le modèle utilise un mélange d'experts pour divers domaines. Et donc, sur le site officiel de la conf, en chinois, merci Google, on peut lire que Wudao 2 fait mieux que Clip d'OpenAI, que GPT-3 aussi à certains tests, mais aussi que DALL-E, qui est un modèle qui crée des images à partir de texte. Et donc, un certain nombre de nouveaux outils aussi ont été développés et utilisés, hein. En particulier une optimisation de MOE, donc MOE, je sais pas, un framework qui a été introduit par Google, qui est très très apprécié, qui est vraiment très adapté aussi à son propre matos. Donc c'est très efficace, mais c'est vraiment plus dépendant quand même des trucs de l'environnement Google. Et donc eux, ils ont repris ça et ils ont sorti FastMoe, mais 100% sans loli, attention, qui est donc plus rapide et plus adaptable. Donc il mentionne 47 fois plus rapide, ce qui est quand même assez incroyable, et ça utilise du code CUDA optimisé, apparemment. Du coup, ils ont utilisé des Tesla pour l'entraînement, apparemment. Tesla de Nvidia, hein, ils se sont parlé en bagnole, les voitures. Voilà, donc tout ça couplé à un transformer XL et un corpus quand même assez mastoc, hein, puisque c'est le Hudao Corpora 2, qui contient le plus gros corpus chinois, et aussi le plus gros corpus de dialogue et le plus gros corpus multimodal au monde. Et donc ça donne un modèle assez impressionnant sur le papier, hein, puisque Wudao 2 serait capable d'écrire du texte, mais aussi de reconnaître les images, de dessiner, de parler, de chanter. Elle pourrait même devenir une idole, hein, et concurrencer Hatsune Miku. Alors bon, peut-être sur scène, mais pas dans nos cœurs, puisque Miku sera toujours notre diva, n'est-ce pas ? Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Évidemment, et en tout cas, écoutez Paracule si c'est pas le cas. Exactement. Donc c'est difficile évidemment de trouver plus d'infos sur Wudao 2, encore sur le site du BAAI, et toujours grâce à Google. On peut voir des exemples quand même de ce que fait Wudao 1. Parce que voilà, c'est le 2, et le 1, en fait, il a été fait il y a 6 mois, enfin, ça a été assez rapide de passer du 1 au 2. Et donc, ce truc qu'ils appelaient aussi Wenhui, était, lui, juste derrière DALL-E, à 11,3 milliards de paramètres. Et c'était quoi ? C'était un méga transformer multimodal qui pouvait décrire de manière détaillée une photo, il pouvait faire des graphiques, si tu lui demandais avec du texte de faire un graphique, il pouvait te faire un histogramme, par exemple. Il pouvait composer de la poésie, il pouvait écrire plein de trucs en chinois que Google ne m'a pas traduit parce que c'était des images, mais il était question de, voilà, des questions-réponses ou des mélanges de texte-images. Donc c'est quand même impressionnant, et ça se faisait déjà plus ou moins ailleurs quand même, hein. On pense à Clip ou à DALL-E par exemple. Oui, ce que j'allais dire, c'est que en fait, ça me fait penser beaucoup à DALL-E qui était entraîné sur 12 milliards de paramètres par rapport à GPT-3. Oui, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le premier modèle multimodal, absolument. Donc Clip aussi est un modèle multimodal qui pouvait traduire des textes en images, et enfin des images en texte plutôt, il pouvait reconnaître des trucs, et en fait, bon, c'est vrai que voilà, c'est pas le premier. Après, il faut voir comment c'est mélangé, surtout, c'est la taille de Wudao 2 qui est vraiment impressionnante, puisqu'il est quand même 10 fois plus gros que GPT-3, il est donc un peu plus de 10 fois plus gros que DALL-E. Évidemment, c'est énorme. Bon. Après, le problème, c'est que c'est un petit peu là que ça part en couille. Parce que déjà, sur le long billet d'ouverture de la conférence donc, de Chi-Wan, il est explicitement dit que le président de cet institut de recherche estime que gros modèle plus grosse puissance, c'est une voie possible vers l'intelligence artificielle générale, comprendre humaine. Et là, on se dit que ça va quand même un petit peu vite, hein, parce qu'en vrai, rien n'est moins sûr. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Certains considèrent que le deep learning, même actuel, ce qu'on utilise actuellement, les algos qu'on utilise actuellement, n'est pas assez puissant pour ça. Bon, ça ensuit une métaphore avec des centrales électriques que j'ai pas très bien compris, et une avec 3 mousquetaires, et des histoires d'harmonie, tout ça, mais bon, tu comprends le message. Hein. Le message, c'est on est les meilleurs, on a les outils pour rouler sur tout le monde, mais ça c'est normal, c'est de bonne guerre. Plus étrange quand même, si on en croit le site globaltimes.cn et d'autres articles trouvés sur Baidu, oui, cette chronique est une pub en bonne et due forme pour Google Translate, hein, parce que j'aurais jamais pu aller sur Baidu sans Google Translate. Donc Wudao est aussi le moteur derrière Hua Xibling, qui est la première étudiante virtuelle qui s'est inscrite à l'université de Tsinghua, sur Weibo d'ailleurs aussi, c'était jeudi dernier, elle s'est inscrite à la fois à la fac et sur Weibo. Et on a même eu droit à une courte vidéo. Bon, les devs derrière cette espèce de Vocaloid des campus sont des parents enthousiastes et assez exigeants, puisqu'ils attendent quand même d'elle qu'elle continue à apprendre.
Et si tout se passe bien, elle pourra même avoir un travail à la sortie de la fac. Donc peut-être qu'ils espèrent aussi qu'elle paiera leur retraite, je ne sais pas. Mais bon, à ce moment-là, c'est vrai qu'un petit peu mon bullshitomètre, il s'est mis en alerte orange, parce que le fait qu'ils anthropomorphisent Hu Dao à ce point, qu'ils la traitent comme si elle allait vraiment se comporter comme une étudiante, ça fait quand même pas très sérieux, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, on parle de modèles de deep learning super avancés, on parle pas de code Mico 2, quoi. Bon, c'est peut-être juste symbolique en fait, hein, parce qu'évidemment c'est inutile. C'est pas comme si un modèle de deep learning il avait besoin de cours magistraux. Hein. C'est juste du marketing, mais c'est quand même repris tel quel par plein de sites. Et qui font comme si voilà, la Chine venait de créer une intelligence artificielle générale, hein, humaine donc. J'ai même lu sur le site thepaper.cn, tu peux faire un jingle, merci Google si tu veux pour cette rubrique. Merci donc, Google. Exactement, merci Google. Donc sur thepaper.cn, il y a Tang qui est vice-président de l'université de Chiwan qui considérait qu'elle avait 6 ans mentalement, mais qu'elle pourra peut-être en avoir l'équivalent de 12 l'an prochain, parce que tu comprends, elle évolue beaucoup plus vite. Encore un an et elle pourra utiliser Twitter et compagnie. Mais c'est exactement ça, quand dans 2 ans, elle troll Elon Musk. Donc là, je sais pas, j'ai raté un truc, parce que bon, faire un très gros modèle, ça veut pas dire faire un meilleur modèle, en tout cas, ça veut pas dire faire un modèle qualitativement différent. Leur modèle est multimodal, mais il est pas général. Donc il a été conçu pour mélanger des modèles qui existaient déjà, pas pour être un modèle généraliste vraiment intelligent, au sens où le sous-entend les news, quoi. Rien n'indique que le big data, le super big data, sont raccourcis vers l'intelligence. Donc Hu Dao, c'est un perroquet stochastique, hein, exactement comme GPT-3, même s'il est hyper sophistiqué. Et voilà, c'est cette manière de le présenter, c'est même plus que de la com en fait, hein, c'est de la propagande. C'est la propagande sur la supériorité chinoise, parce que c'est genre, vous avez des IA ados attardés qui jouent encore à StarCraft 2, ben nous, la nôtre, elle va à la fac et elle écrit des poèmes. Voilà, c'est tout. Je pose ça là, et puis on va. Bon, non, en fait, la Chine, elle fait sans doute un super modèle très puissant qui pourra s'avérer très utile, et c'est intéressant en soi, quoi, tu vois, tout comme les technos d'ailleurs qui sont développés pour le mettre en œuvre, hein, c'est intéressant tout ça, mais elle est pas plus humaine que Cortana ou Siri, quoi, tu vois. Bon, donc ça m'étonne un petit peu le truc qui est fait autour. Bon, après, si quelqu'un vient me prouver que j'ai tort et qu'elle est en fait tout à fait humaine comme Cortana et Siri et qu'elle passe le test de Turing, finalement, je serai encore plus content parce que ça sera vraiment incroyable, hein, mais bon, j'y crois pas trop. L'enseignement aussi de cette chronique, Guillaume, c'est que finalement, plus c'est anthropomorphisé ou plus c'est humanisé plutôt, plus il faut s'inquiéter sur les performances de fond en matière d'intelligence artificielle. C'est déjà un enseignement qu'on pourrait presque avoir au fil des épisodes de Tech Café. Donc au final, plus il y a de paramètres, plus il y a de ressources derrière, c'est pas forcément plus c'est puissant, Guillaume, et il faut encore une fois prendre avec des pincettes les annonces qui sont faites. Ça dépend. Disons que là, il y a beaucoup plus de paramètres parce qu'aussi c'est multimodal, donc il y a aussi beaucoup plus de liberté et aussi beaucoup plus de données à traiter. Tu vois, quand tu dois créer une image, c'est normal. C'est plus puissant dans le périmètre de ce qu'on sait faire actuellement, mais ça veut pas dire que ça ne gagne pas une sorte de dimension supplémentaire à ce qu'on fait actuellement. C'est juste ce qu'on fait actuellement, mais potentiellement mieux, quoi. En gros. C'est ça, c'est-à-dire, en fait, c'est ça. On fait les choses, donc on fait des robots qui font des choses très très bien, comme reconnaître des images ou générer des images, mais c'est pas parce que tu mets 40 fois plus de paramètres que ça va devenir intelligent, que ça va se mettre à penser, à raisonner, que ça va acquérir une personnalité ou ce genre de truc. Faut pas non plus déconner, quoi. Ceci étant, c'est la première fois, j'ai l'impression, même si je ne garantis bien évidemment pas l'exhaustivité de ma surveillance du domaine, mais que la Chine communique a priori de cette manière-là sur telles évolutions. Évidemment, ils découvrent pas l'intelligence artificielle, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez marquant en termes de communication et malgré tout d'avancer en termes de. Ce qui est notable en fait, je pense, c'est ce qui est le plus intéressant à noter à mon avis, c'est le fait que ils proposent une nouvelle évolution. C'est un peu comme dans la guerre des supercalculateurs, des superordinateurs. C'est comme si on était habitué à des superordinateurs américains et là le nouveau premier superordinateur au monde, il serait chinois et voilà, c'est un peu l'idée. C'est exactement ça. On gagne pas c'est pas une sorte de révolution, mais c'est une grosse évolution et qui vient de la Chine et c'est ça qui est notable. Maintenant, il y a une guerre, si tu veux, des gros modèles. C'est-à-dire celui qui a le plus gros modèle et le modèle d'intelligence artificielle le plus puissant, c'est celui qui est le plus fort, quoi. C'est vraiment, ça rappelle les années 60 et la guerre technologique à l'époque, c'était le spatial. Bon, maintenant, c'est l'IA, quoi.
Et dernière mention à ce sujet, Guillaume, il n'y a pas eu un écho particulier dans la presse internationale. Les sources que tu donnes sont volontairement chinoises pour aller à la source, ou est-ce qu'il n'y a pas eu forcément un écho plus développé que ça? En fait, au début, j'ai eu alors ils en parlent sur Numérama, ils en parlent sur Engadget. J'ai juste voulu aller à la source parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de détails et surtout, tu sais, cette histoire de l'étudiante, c'est sur d'autres sites en fait. Je crois. Je sais pas s'ils en ont parlé sur Numérama par exemple. C'est possible que non, effectivement. Ok, et ben écoute, très bien, c'est hyper intéressant de relever ça, en tout cas, et de ce mouvement chinois. On va complètement changer d'univers, mais on reste quand même dans les divas. Vous irez voir dans les notes de l'émission le pourquoi du comment et pourquoi je dis ça. On va parler de Twitter, parce que il y a Jack Dorsey qui est à la tête de Twitter, mais on sait pas encore bien s'il est vraiment à fond dans Twitter, et on sait pas si c'est là où il a envie d'être le plus présent au niveau du cœur, Guillaume. Non, mais oui, il est passionné, Jack Dorsey, mais apparemment il est passionné de Bitcoin, hein, tellement qu'il en parle tout le temps, même quand on lui demande rien, et même quand son propre réseau social vient de lancer sa première offre premium, quand même, hein, Twitter Blue. Et alors même que justement cette offre premium, elle fait pas trop l'unanimité, puisque bon, Twitter Blue, c'est limité pour le moment au Canada et à l'Australie, hein, et ça permet principalement de dépublier un tweet, le reste c'est des trucs assez mineurs. Même et pas forcément de le dépublier, c'est annuler la publication, si je dis pas de bêtises, c'est encore pas tout à fait annulé, ouais, c'est une sorte d'undo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un undo. Et donc, bon, c'est vrai que pas mal de gens se demandent un peu pourquoi Twitter allait pas plus loin, voilà, en proposant plus de fonctionnalités plus utiles. En retirant la pub, par exemple. Bon. Par exemple, tout simplement, tu vois. C'est vrai que la réponse viendra sans doute pas de Jack, hein, puisque le 4 juin, il a tweeté sur le fait que Square allait peut-être lancer un portefeuille Bitcoin. Bon, ok. Et sinon, pour Twitter Blue, OSEF, ben apparemment OSEF, parce que voilà, on se souvient, c'est vrai, de l'inquiétude des investisseurs d'Elliott Management, hein, concernant le désinvestissement de Jack. Et ça s'est pas arrangé. En octobre dernier, un article du Wall Street Journal qui mentionnait qu'il déléguait à peu près toutes les décisions de Twitter à l'extrême pour s'adonner à ses passions. Voilà, donc il est plus investi dans Square, qui d'ailleurs a annoncé qu'il va s'allier à Blockstream pour créer une mine de Bitcoin totalement solaire. Pour donner une image plus verte, hein, à la monnaie sans doute, donc je vois pas trop pourquoi, perso. Dans la presse d'ailleurs, dans le communiqué de presse, ils disent on espère prouver que le Bitcoin accélère la transition vers un futur durable. Et donc on peut se poser la question, dans quoi faire une centrale électrique solaire qui alimente des ASIC Bitcoin, ça accélère quoi que ce soit en tant que transition vers un futur durable. On sait déjà parfaitement faire des centrales solaires, hein, ça c'est pas une nouveauté. Donc je vois pas en quoi faire une centrale solaire qui alimente des machines Bitcoin plutôt que des maisons en remplacement des énergies fossiles, ça aide le monde. Le mix énergétique américain, c'est fossile à 91,5% en 2019. Hein. C'est 35% de gaz, 34% de pétrole, 8,7% de charbon. Le solaire, c'est 1,4%. Donc en gros, il y a de la marge pour faire des centrales solaires qui alimentent pas des fermes à Bitcoin, mais qui remplaceraient une partie des 91% de fossiles, je pense. Ça serait peut-être mieux. Bon, ce genre de bullshit qui vient d'une grosse boîte comme Square, franchement, ça me... Bon. En tout cas, voilà, Jack part en couille, et peut-être que finalement, il devrait laisser Twitter à quelqu'un que ça intéresse, finalement. Oui, il y a probablement des candidats. Cassim, tu suis un petit peu ce qui se passe du côté de Twitter. Un petit mot peut-être sur Twitter Blue. C'est vrai que c'est quand même assez dingue de voir la lenteur avec laquelle Twitter évolue dans les usages qu'ils peuvent proposer, alors qu'il y aurait tant de bonnes idées à relever. Bon, ne serait-ce que la modification d'un tweet, je reste pro. Je peux modifier mon tweet a posteriori, même si il y a des questions à celui-là. Mais bon, bref. Je suis totalement pour le fait de pouvoir éditer ces tweets en mettant des règles, en réfléchissant intelligemment à la fonction pour empêcher les excès. Mais le fait de dire mais vous pouvez supprimer et refaire votre tweet, oui, donc ok, donc c'est revient que vous pourriez très bien l'éditer, quoi. Bref, non, mais sinon après. Du coup, oui, Twitter est lent à évoluer. Twitter, pour le coup, pourrait peut-être des fois s'inspirer d'Apple et du côté, je regarde ce que les développeurs font et je bouffe ce que les développeurs font en prétendant que c'est moi qui ai inventé le truc, quoi. Ça ferait bien, des fois du bien à Twitter, je pense. Tiens, j'ai une petite parenthèse parce que tu mentionnes le sujet et compte tenu de l'actualité juridique d'Apple, il faut qu'on le relève. Ils ont communiqué sur le montant qu'ils ont versé aux développeurs. Hein, tous les ans, forcément, ils mettent à jour leurs chiffres avec des milliards qui s'accumulent. Et il y a des voix qui commencent à s'élever sur Twitter en disant faudrait peut-être arrêter. On pourrait peut-être prendre l'autre tiers et considérer le fait que c'est Apple qui vole cet argent aux développeurs. Donc ça commence à avoir ses limites, cette communication. Ce qui est vrai et pas vrai. Hein, c'est pas aussi binaire, mais c'est intéressant de
de voir ces voix qui s'élèvent dans ce sens. Oui. Et du coup, à part Twitter, en dehors de Twitter, après, oui, Jack Dorsey, clairement, on est dans le modèle du CEO un peu, désolé du mot, mais un peu détestable, un peu diva, oui, un peu, puis, avec des problèmes, un peu problème du premier monde, quoi, c'est-à-dire vraiment de problèmes de riches, quoi. Désolé de le dire. La crypto-monnaie est très intéressante en soi, hein, mais tu sens entre ça et les projets spatiaux le patron d'Amazon. De Musk. Ah non, de Bezos. Bezos, pardon. Et donc oui, et de Elon Musk qui fait un peu les deux en même temps. Bon, les concours de kiki entre patrons des startups, de la Silicon Valley. Ça me passe un peu au-dessus, mais voilà. Il y a un côté Iron Man, concours de celui qui sera le premier Iron Man, qui est assez déroutant. Il y a Jeff Bezos qui va s'envoler dans quelques semaines maintenant pour l'espace. Ce serait oublier que hormis le côté complètement, encore une fois, désolé du mot, connard de Iron Man, qui est quand même un horrible personnage. Il fait ça aussi, il essaye de faire ça pour le bien commun, ou ce qu'il pense être le bien commun. Bon. Voilà, ce serait bien de pas l'oublier. Mais ceux qui écoutent Tech Café savent bien prendre tout ça avec des pincettes, bien entendu. Justement, alors on va terminer. Vous l'avez tous les deux évoqué à demi-mot. On va parler un petit peu d'Elon Musk. Il faut parler un petit peu d'Elon Musk dans Tech Café, Guillaume. Ouais, cette semaine, il a encore tweeté, mais surtout, il s'est fait attaquer, verbalement, attention, dans une vidéo YouTube qui a été attribuée aux Anonymous. Alors, c'est pas très dur, elle reprend toute l'imagerie habituelle. Donc voilà, mec éclairé en vert façon Matrix. Masque de Guy Fawkes et grosse voix synthétique qui fait peur. Voilà. Après, Anonymous, c'est pas un collectif figé, évidemment, c'est pas un vrai collectif, c'est pas formalisé ou structuré. C'est juste un signe de ralliement, quoi. Ouais, et ça avait un peu disparu depuis 10 ans, quoi, ouais. Non, je veux dire... Pas 10 ans, parce qu'en fait, ils avaient attaqué Daesh il y a plusieurs années, après les attentats de Charlie. C'est vrai. Donc ça devait être, ça devait faire 5 ans, un truc comme ça, mais c'est vrai que depuis on les avait pas trop entendus, j'ai l'impression. J'ai l'impression, mais bon. Oui, alors ils ont été beaucoup plus actifs effectivement au début de 2010-2011, et après ils sont un peu reparus après Charlie, mais clairement, je veux dire, il est quasi, c'est très très probable que ces Anonymous-là soient pas les mêmes que ceux qui ont attaqué Daesh il y a 5 ans. Et c'est d'ailleurs un point qu'il faut peut-être qu'on relève d'ailleurs, à chaque fois je trouve que dans la presse on parle de les Anonymous, et c'est tellement une structure, justement décentralisée, qui est pas forcément structurée, qu'on devrait plutôt dire le détail, je pense, à son importance, des Anonymous. Ceci étant, il y a le compte YouTube officiel qui a pris la parole, en tout cas qui est identifié, comme celui officiel. Donc ok, on va dire que c'est les Anonymous. Bon, excuse-moi pour ce détail sémantique, Guillaume. Non, c'est tout à fait. De toute façon, ces Anonymous-là, en tout cas, ils sont pas contents qu'Elon fasse baisser le cours du Bitcoin. Et dans une vidéo de 3 minutes 48, ils alignent les articles de presse défavorables au patron de Tesla. Bon, rien de très sensationnel d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a aucun secret particulier. Le fait que Tesla gagne plus de fric en vendant des crédits d'impôt avec les bitcoins qu'en vendant des voitures, c'est un truc dont on a parlé ici même. Donc, je pense qu'ils écoutent Tech Café d'ailleurs. Je veux dire, la vidéo représente assez bien la structure des derniers épisodes. Tout à fait. C'est presque ça en tout cas. S'ils nous écoutent, on les salue dans tous les cas. Oui, bien évidemment, on les salue tout à fait. Même si la dernière partie de la vidéo, qui est évidemment sur les dernières sorties d'Elon et son 180 sur le Bitcoin, et sur l'argent perdu des petits porteurs, voilà. J'ai déjà parlé beaucoup, j'ai déjà donné beaucoup d'arguments pourquoi moi le Bitcoin c'est pas mon truc, mais bon, c'est clair que ça fait quand même mal, quoi. Moi, je me réjouis pas, si tu veux, que quiconque perde de l'argent, évidemment, mais bon, quand je vois certains tweets, parfois à la suite de ceux d'Elon Musk d'ailleurs, mais pas uniquement, qui mentionnent que, certains ont investi la majorité de leurs économies dans les cryptos, ça me flingue un peu, quoi. De base, déjà, c'est vrai qu'il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout quand c'est un peu risqué, mais là, c'est pas un peu risqué, quoi, tu vois. Plus volatile que ça, tu meurs. Donc oui, c'est terrible, c'est terrible. Franchement, beaucoup trop de monde accorde beaucoup trop d'importance au tweet d'Elon, parce que même s'il a sans doute contribué à la baisse du Bitcoin, c'est quand même loin d'être le seul responsable. Et puis d'ailleurs, depuis le 6 juin, la Chine reprend son offensive contre le Bitcoin, puisque certains évoquent un jour du jugement dernier, prochainement, sur Weibo, parce que déjà, sur Weibo, donc qui est un petit peu le Twitter chinois, il y a des comptes qui commencent à se faire virer, des comptes de crypto amateurs, quoi, en tout cas d'influenceurs de ce monde-là, qui commencent à se faire dégager. Donc on verra bien si ces Anonymous vont plus loin avec les cyberattaques, voilà, parce qu'évidemment la vidéo se termine par le traditionnel « Expect Us ». Bon, en attendant, Elon va trouver de quoi se faire encore plus de fric, vous inquiétez pas, qu'avec le Bitcoin,
puisque le Pentagone s'intéresse de près à Starship, lui aussi. En fait, ce truc pourrait bien servir de transport transcontinental de luxe, parce que bon, ça peut décoller, ça peut passer par l'espace, et ça peut atterrir aux antipodes carrément en moins d'1 heure. Et bon, voilà, ça pourrait servir de coursier super rapide pour du matos critique. À l'autre bout du monde, c'est quand même un atout stratégique, hein, et évidemment, l'armée veut investir dedans. En fait, rien n'est explicite, hein, puisque c'est dans le budget fédéral pour 2022, mais l'Air Force annonce qu'elle veut investir 47,9 millions de dollars dans une fusée cargo, voilà, qui pourrait transporter 100 tonnes à l'autre bout de la Terre en moins d'1 heure. Ils disent pas, mais bon, on se demande bien à qui est-ce qui pourrait les aider à faire ce genre de truc, tu vois. Bon. La vidéo des Anonymous, en tout cas, me fait terriblement peur. Si j'étais à la place d'Elon Musk, j'aurais peur. C'est tout le tournage avec la musique, avec les couleurs. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais peur si j'étais ciblé par des Anonymous en vidéo, en tout cas, moi de mon côté. Mais ça veut dire que n'empêche que ça veut dire que t'es super célèbre. Alors oui, par contre, ça c'est la contrepartie. En fait, finalement, j'ai peut-être envie d'être inquiété par une vidéo des Anonymous. Oula, ça devient compliqué. Cassim, on a fait le tour. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, oui, on a fait le tour, complètement le tour. Alors, allô ? Vas-y. Oui, je disais on a fait le tour. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéresserait le plus, c'est la roquette. Alors, pas de l'armée américaine, mais l'idée de voyager. Bon, alors ça va un peu à l'encontre de ma conscience écolo, mais l'idée de voyager d'un bout à l'autre de la planète en une fraction en très peu de temps, donc oui, c'est un truc que je trouve intéressant sur le papier, en tout cas en termes technologiques. Ouais, il y a sans doute des enjeux à avoir à ce niveau-là, surtout quand on voit des crises sanitaires comme il y a, où on a besoin d'enjeux de réactivité très très forts, probablement pour des besoins militaires aussi, hein, on va pas se cacher. Après, effectivement, les enjeux écologiques, clairement, il faut pas que ce soit le premier critère, sinon ça va passer à côté. Le poids carbone du transport d'une personne ou d'1 kilo de matériel avec ça doit être assez monstrueux, c'est clair. On va passer à une rubrique hacker, Guillaume. Mais enfin, ces pirates, ils respectent plus aucune valeur, enfin. Mais ils respectent rien, ces pirates. Ils ont aucune pitié, tu vois. Après avoir attaqué le pétrole, ils s'en sont pris au 2e pilier constitutif de la culture et des valeurs américaines, la viande. Parce que bon, quand je te dis que ces malfrats respectent aucune valeur du tout-puissant, après DarkSide, qui a quand même réussi à mettre au point mort le plus gros pipeline américain, en récupérant un mot de passe VPN, hein, soit dit en passant, alors, voilà que Revol s'en prend à JBS, qui est un des plus gros producteurs mondiaux de viande et le leader de la viande rouge. Donc JBS attaqué, c'est quand même une masse effroyable d'une pénurie de burgers imminente, et les 5 plus grosses usines à viande des États-Unis ont carrément été stoppées. Et voilà, et d'autres encore au Canada et en Australie. Donc Revol, peut-être vous connaissez le nom, c'est un serial rançonneur, hein, c'est le groupe à l'origine de l'attaque sur Quanta, donc le sous-traitant d'Apple, hein, une attaque qui a conduit à la publication de documents et de plans de machines Apple, qui ont été bien utiles d'ailleurs aux réparateurs tiers, hein, vu qu'Apple refuse de fournir suffisamment d'infos publiquement pour permettre une réparation sans passer par ses propres services. Mais c'est pas le sujet. Donc ils ont aussi hacké le cabinet d'avocats de Madonna, Lady Gaga et U2, avec publication aussi de docs confidentiels à la clé d'ailleurs. Donc Revol, c'est pas des rigolos, ils sont costauds techniquement, ils sont bien organisés, seulement là, fallait pas toucher au barbecue quoi. Le département de la justice a décidé de créer une task force pour coordonner les enquêtes de tous les cas fédéraux de cybercriminalité à grande échelle, donc rançongiciel, botnet, blanchiment d'argent, marché illicite en ligne et même hébergement de services illicites. Alors c'est sérieux, hein, parce que normalement, un tel cadre de coordination et d'échange d'infos au niveau fédéral, c'est plutôt pour le terrorisme. Donc on monte d'un cran le niveau de sérieux, quoi. Faut dire qu'au-delà de la détresse d'être obligé d'opter pour un burger aux plantes au McDo, ces derniers temps, il y a eu un gros paquet d'attaques, très fort impact aux États-Unis et en Europe aussi, et très souvent attribués aux Russes, ce qui arrange pas du tout d'ailleurs les relations Est-Ouest, et c'est pas fini puisque le fantôme de SolarWinds continue de hanter les boîtes email, hein. Le groupe Nobelium, qui exploitait déjà la faille il y a des mois, est revenu en force cette semaine avec près de 3000 phishing ciblés sur 150 organisations de 24 pays. Et ça, c'est après que les États-Unis aient viré 10 diplomates russes et interdit aux banques américaines de négocier des obligations d'État russes. Donc, en gros, les sanctions américaines aux F, hein, donc. Et bon, en plus de cette nouvelle attaque de phishing, il est pratiquement certain qu'il subsiste encore des espions dans les recoins des systèmes qui a été compromis il y a 6 mois. Bon, c'est pas fini. Bon, la semaine dernière, en plus, il y a des chercheurs qui repéraient une faille dans le gestionnaire vCenter de VMware. C'est un truc qui permet de joindre des machines virtuelles dès qu'il y a un port ouvert, donc quelqu'un peut y exécuter du code arbitraire. C'est une faille qui est très grave, hein, puisqu'elle est connue et en plus elle est exploitée par les pirates. On le sait, puisque Kevin Beaumont a affirmé l'avoir utilisée à la sauvage, en conditions réelles, dans un pot de miel, hein, qu'il avait mis en place. Voilà, le pirate a scanné tous les ports de sa VM, et puis il a utilisé cette faille qui s'appelle CVE 2021-21-1985 pour se faire un petit web shell peinard. Bon, c'est pas facile le bout d'un dégénère système, hein, et ça risque de continuer à être compliqué.
Bah, oui, très bien. Oui, c'est vrai que VMware, ça peut faire froid dans le dos quand même quand on imagine la portée et l'utilisation qu'il peut y en avoir aujourd'hui. Mais bon, on va parler un petit peu, oui, du FBI, Guillaume. Ouais, on n'a jamais parlé de SciHub ici. Et pourtant, c'est un sujet super intéressant, même si c'est pas proprement parlé un sujet tech. Mais moi, je crois qu'on en a déjà parlé dans des épisodes que je ne mentionnerai pas exactement, mais où on parlait un petit peu de santé et des enjeux effectivement de fermeture et de blocage de SciHub. C'est possible, c'est possible. Ben, SciHub, tous les universitaires connaissent, hein, je crois. Non, enfin, c'est ce que devrait être la communication scientifique aujourd'hui, je pense. C'est ce qu'on essaye péniblement de concrétiser avec l'open science. SciHub, c'est la gratuité de la connaissance scientifique, de la recherche, qui est par ailleurs faite dans son écrasante majorité dans des labos publics. Et donc, dans l'immense majorité des cas, SciHub offre au public les connaissances qu'ils ont financées, tout simplement. C'est un moteur de recherche simple qui permet de télécharger des articles scientifiques et c'est tout. Évidemment, c'est illégal, parce qu'au milieu, il y a les éditeurs scientifiques, et Elsevier en tête, mais pas seulement. Et bon, le business des éditeurs, c'est royal. C'est vraiment royal, parce qu'en gros, ça donne ça. Les mecs, ils ont des revues à comité de lecture, donc c'est ces revues où les articles sont relus par des experts, et c'est ça qu'il faut cibler si tu veux exister en tant que chercheur, donc elles jouissent d'un certain prestige, et publier dans une revue prestigieuse, c'est le but de tout chercheur, voilà, ça lui fait de la street cred, tout simplement. Donc par exemple, Elsevier possède The Lancet, mais il en a, donc c'est quand même une revue super classouille. Mais bon, The Lancet, c'est une parmi des centaines. Il en a des centaines de Physica à Oral Oncology, en passant par Neurocomputing ou Respiratory Medicine. C'est un empire. Il n'y a aucun secteur scientifique qui leur échappe. Alors bien sûr, les chercheurs sont pas rémunérés par la revue, bien sûr, puisqu'ils le sont par vos impôts déjà, faut pas déconner. Et parfois, il faut même payer pour soumettre d'ailleurs. Mais bon, les relecteurs, les experts qui relisent tout ça, c'est aussi des universitaires, ils sont pas rémunérés non plus. Donc l'éditeur de la revue, il agrège du savoir qui est payé par d'autres, il le valide par des experts qui sont payés par d'autres, et ensuite il fait des belles revues papier, des beaux fichiers PDF dont il fait payer l'accès cher. Donc les labos, pour continuer la recherche, en fait... Quand tu dis des beaux papiers ou des beaux PDF, c'est rarement sexy, la maquette. Non, alors c'est la bonne qualité, genre ça se déchire pas tout de suite, quoi, c'est pas du PQ, mais bon... je sais pas, j'en ai jamais eu entre les mains. C'est du papier, oui, moi j'en ai eu, mais bon. En tous les cas, donc les labos, en tout cas, pour continuer la recherche, ils doivent donc payer pour avoir accès au savoir qu'ils ont eux-mêmes produit. Parce que là-dedans, pourtant, la valeur ajoutée des éditeurs, elle est pas énorme. Alors que leurs marges, elles le sont énormes, parce qu'ils demandent quand même pas mal de fric pour les éditions papier, comme pour les éditions électroniques des articles qui leur sont envoyés, à tel point que c'est une charge budgétaire lourde pour toutes les bibliothèques universitaires, qui doivent souvent faire des choix, et souvent renoncer à tout avoir. Et bon, je te parle même pas des facs moins riches, c'est même souvent perdu d'avance. Et donc on se retrouve avec des étudiants et des chercheurs par milliers, par dizaines de milliers sans doute dans le monde entier, qui n'ont pas accès à des articles nécessaires pour leur travail. Des articles qui sont pourtant issus de la recherche publique, à la base. Alors, c'est vrai que les éditeurs proposent des services. Enfin, ils les facturent vraiment très cher. Il est pas rare de se trouver devant un paywall de 50 à plus de $100 à l'article, si t'es pas abonné au bouquet. Et ici, on parle d'articles texte. Le poids, il est très faible, donc ça représente aujourd'hui plus un volume de données ni un trafic extravagant. Pour vous donner une idée, SciHub, c'est de l'ordre de 77 teraoctets. Bon, parler de 77 teraoctets à n'importe quel hyperscaler, il va rigoler. Je veux dire, tu vas chez Amazon, tu dis je veux héberger 77 teraoctets, ça va pas représenter un gros problème. En 2021, c'est à la portée de beaucoup de monde et de beaucoup d'instances publiques, et pour des prix très raisonnables. En tout cas, beaucoup plus raisonnables et surtout beaucoup plus accessibles au plus grand nombre, donc en particulier dans les pays en voie de développement, bien entendu, mais pas que. Et donc SciHub est parti de là, en fait, de ce besoin d'avoir accès à des articles scientifiques verrouillés. Et à l'origine, c'est une Kazakh qui s'appelle Alexandra Elbakian qui l'a mis en route, et bien sûr, c'est devenu l'ennemi numéro 1 de tous les éditeurs scientifiques. Bon, légalement, les éditeurs sont dans leur bon droit, et Alexandra, évidemment, est persona non grata un peu partout, et elle est recherchée par le FBI, et d'ailleurs, Apple vient de leur ouvrir son compte iCloud. Bon, parce qu'Apple protège vos données, mais bon, faut quand même pas déconner. Donc on peut rien dire contre Apple, notons bien, évidemment, ni même contre le FBI, c'est le système qui est comme ça, c'est le système qu'il faut changer. Et c'est en cours d'ailleurs, l'Open Science organise peu à peu, petit à petit, des revues ouvertes voient le jour un peu partout, mais c'est long et il faut aussi convaincre les chercheurs parce que c'est pas simple en vérité. Pour sa carrière, c'est toujours préférable d'être publié dans The Lancet que dans une revue ouverte qui est plus jeune, moins connue. Voilà, les éditeurs jouent énormément là-dessus. Bon, en attendant que le système change, lentement, SciHub continuera à vivre, en partie grâce à la communauté, puisqu'il y a des archivistes volontaires qui vont se partager 850 torrents, qui représenteront donc ces fameux 77 teraoctets de contenu, et cette connaissance va devenir un naissant BitTorrent, qui sera assurément plus difficile à éliminer. Et d'ailleurs, LibGenesis, qui est un cousin de SciHub, est aussi devenu un naissant il y a 2 ans, et une communauté décentralisée. Bon, c'est rassurant, en tout cas pour des dizaines de milliers d'étudiants à travers le monde qui peuvent pas se payer la science dont ils ont besoin.
Si vous voulez vérifier, il y a de bonnes raisons de voir que C-Hub est bloqué sur votre accès Internet. Absolument, bloqué par les FAI. Par les fournisseurs d'accès Internet. D'ailleurs, un bon moyen de vérifier si vous dépendez de votre FAI français ou si jamais vous avez mis un autre DNS, c'est effectivement d'aller sur si-hub.se. Petite astuce, vous pouvez remplacer le DNS de votre fournisseur d'accès Internet, par exemple par 1.1.1.1 qui est celui de Cloudflare. Là, vous aurez accès à C-Hub qui est référencé dans Google et qui n'est pas bloqué. Pour tous ceux qui seraient intéressés par ces discussions autour des études scientifiques, je peux pas m'empêcher de vous brancher sur la chaîne Twitch de mon copain David Xilcast. Donc c'est twitch.tv/Xilcast XILCAST où il parle régulièrement de ces sujets-là. Dans leur dernier live de la semaine dernière, ils ont même parlé d'une série d'articles qui tournaient autour des abeilles qui soi-disant après entraînement détecteraient le coronavirus. C'est un vaste programme. Kassim, une remarque sur cette rubrique hacking ou plus spécifiquement sur un des sujets abordés? Non, sur Sci-Hub, c'est le système globalement effectivement de la recherche et de la publication surtout scientifique. Tu sens que c'est un système qui a l'air d'Internet quand même un peu manqué d'évolution, quoi, à quelques trains de retard, je trouve, en termes de partage des connaissances. Je trouve ça assez dingue. C'est déjà un truc qui m'avait choqué quand j'étais moi-même étudiant à la fac, le principe le principe des publications auxquelles il faut payer des fois pour se faire publier, puis payer pour lire les publications des autres. C'est des systèmes qui ont été mis en place avant je pense qui ont été faits de façon, sincères quand elles ont été mises en place à l'origine, mais qui clairement ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. Si ça n'existait pas, on ne le ferait pas comme ça, on ne le créerait pas comme ça, quoi. On pourrait faire la même analogie qu'avec les médias, qu'avec les sociétés qui travaillent dans l'industrie de la musique, du cinéma. Oui, mais bien sûr. C'est le même combat. C'est toujours le même problème des ayants droit. Même type de combat. Qui va loin. Et là, le souci, c'est que l'accès à la culture est évidemment très important et la question des ayants droit est toujours très important. Mais la recherche scientifique, c'est un autre sujet. Ouais. C'est la connaissance humaine. C'est pour moi encore plus crucial, même si la culture, faut pas la mettre de côté. La connaissance humaine, c'est quand même quelque chose pour moi, c'est un droit fondamental, quoi. Et donc, oui, du coup, je suis plus gêné. Je suis encore davantage gêné et davantage plutôt favorable, moi, à Sci-Hub, effectivement, ou à Mais au-delà de ça, tu as complètement raison, là, que la connaissance humaine, normalement, ça devrait être universel, hein, ça devrait être... Mais, de fait, elle est financée par la puissance publique. Oui, c'est ça, non, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est encore plus gênant, quelque part, mais bon. Dans le cas de la science, c'est particulièrement déroutant. Probablement que les choses évolueront, mais il faut être probablement très patient ou attendre un gros Big Bang. On va passer à une rubrique jeux vidéo. On sait que vous l'aimez, cette rubrique jeux vidéo, et on sait aussi que vous aimez cette console dont on vous parle depuis pas mal de temps maintenant. Imaginez-vous un petit bloc jaune. Pourquoi jaune? Parce que c'est sympa, le jaune, ça se reconnaît. Et avec des jeux monochromes et une petite manette sur le côté, tout un environnement de jeu très innovant. Et on a du nouveau, Guillaume, sur cette fameuse Playdate dont on parle assez régulièrement. Oui, on a une manette. Mais oui, la Playdate, la console à manivelle, c'est vrai que j'en parle tout le temps. Enfin non, j'en parle pas tout le temps parce qu'en fait... À chaque fois qu'il y a des infos sur le sujet. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le sujet, il y a eu beaucoup de retard. Ouais, elle a été repoussée encore, parce qu'elle était quand même prévue pour début 2020 ou un truc comme ça. Bon, évidemment, elle a été repoussée encore. Mais bon, les précommandes débutent en juillet, ça y est, on a eu des nouveautés, donc j'ai des bonnes nouvelles et une mauvaise. Voilà, je vais commencer par les bonnes. Oui, je vais commencer par les bonnes, je vous demande pas. Donc la première bonne nouvelle, c'est que la Playdate arrivera avec une première saison de 24 jeux au lieu de 12, étalée sur 12 semaines. Donc rappelez-vous que sur Playdate, vous pouvez pas acheter de jeux à l'unité, en tout cas pas au début. Le principe, c'est que vous achetez une saison et que vous avez 1 ou 2 jeux par semaine surprise. Voilà, vous savez pas ce que ça va être, vous avez le jeu surprise qui atterrit comme ça directement par Wi-Fi sur votre Playdate. Donc la première saison, elle est offerte avec la console.
Enfin, offert tout l'HTML à la console, quoi. Donc il y a 24 jeux, c'est quand même cool, hein, c'est pas mal de devs quand même qui s'intéressent à cette Playdate aussi. Il y a Lucas Pope qui commence à développer un truc dessus, c'est le développeur d'Obradin. Et surtout, le but c'est que tout le monde puisse faire des jeux dessus. Donc Panic va publier Pulp, c'est une application navigateur qui va permettre de faire un jeu Playdate facilement et sans code. Donc voilà, très très accessible. Tout le monde pourra publier. Pour faire de belles fictions dessus. Mais tout à fait. Mais tu sais qu'il y a déjà un mélange de jeux d'action et de visual novel là, qui est prévu. Enfin, c'est vraiment. C'est un environnement qui est assez sympa. Déjà, dans les 20 titres, il y en a. Alors, c'est que de l'indé, bien sûr. Hein, c'est que des titres indés, que du neuf. Il n'y a aucune licence dessus, hein, bien sûr. C'est la promesse, c'est que ce soit que du frais. Comme le jeudi sur le marché, c'est que du frais. Et voilà, donc c'est déjà ça c'est pas mal. Puis il y a aussi un accessoire qui a été annoncé pour la Playdate. C'est un chargeur sans fil magnétique, donc il fait aussi haut-parleur stéréo et porte-crayon, donc c'est indispensable. Le truc fait ressembler l'ensemble à un cube taillé dans une tarte au citron avec un écran monochrome qui donne l'heure. Et la Playdate d'ailleurs aura aussi sa première appli à cette occasion, c'est Pool Suite FM. C'est l'app, c'est l'app qui retranscrit le site poolsuite.net, qui avant s'appelait poolside.fm, dont j'ai peut-être parlé. C'est un site de radio rétro chill un petit peu, là, que vous pouvez écouter d'ailleurs sur votre navigateur, c'est assez sympa. Voilà, donc tout ça c'est assez cool. Bon, maintenant la mauvaise nouvelle, hein, c'est qu'elle coûtera $179 au lieu de 149. Bon, c'est une hausse contenue, mais c'est quand même une hausse. On aurait préféré l'inverse, évidemment. Bon, on se rapproche quand même. Bon, le concept est totalement différent, mais on se rapproche dangereusement du prix d'une Switch Lite. Hein. C'est un peu le problème. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est là, effectivement. C'est pour pas exactement la même proposition de valeur. Je dis pas que c'est moins bien, très très loin de là, mais c'est pas exactement la même proposition, quoi. C'est ça. Bon, écoute, en tous les cas, on peut continuer sur les consoles un petit peu bizarres qui vont sortir ou qui sont sorties. Mais la différence avec entre la Playdate et la série VCS, donc qui finalement va se lancer le 15 juin, c'est que la VCS, tout le monde s'en fout, mais on va quand même en parler 2 minutes. Enfin, Playdate, elle mérite d'être intéressante, d'être originale et de porter vraiment un projet qui change et qui n'est pas... il y a quelque chose de créatif, oui. La série VCS, vas-y. C'est tout l'inverse. Vous voyez un truc nouveau, frais, innovant, où il y a plein de développeurs indés, tout ça, et qui est vendu pas trop cher, et qui est marrant et fun. Bah, en fait, la VCS, c'est un peu tout l'inverse, hein, puisqu'en gros, c'est un PC vraiment basique. D'ailleurs, j'ai découvert les specs là, à l'occasion de ce truc-là. Putain, j'ai pas été déçu. Donc, en gros, c'est un truc qui ressemble à une VCS de l'époque, hein, de 1977, puisque la VCS en bois, là, comme ça, elle est sortie en 77. Donc voilà, elle a un petit aspect rétro, un petit peu bois, qui peut être sympa. Et dedans, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un PC un petit peu pourri, avec un Ryzen R 1606G. Ouais, je ferais la comparaison. Alors c'est de l'AMD, mais si je devais faire la comparaison, c'est à l'intérieur, c'est ni plus ni moins que ce qu'on pourrait appeler un Intel NUC, c'est-à-dire tu sais ces mini PC à 100, 200 euros là, je me rappelle plus le prix exactement, mais qui sont très limités, très bureautiques orientés. Bon là, c'est un peu plus, un tout petit peu plus gaming, on va dire, très gentiment. Oh oui, il y a une Vega 3 dedans. mais bon. Ça reste un truc franchement... avec un TDP de 25 watts. Enfin, c'est un truc que tu retrouves dans un PC portable normalement. Que tu pourrais retrouver dans un PC portable, qui serait pas surprenant, tu vois. Enfin. Bah, le truc, c'est que donc cette espèce de PC Linux qui est un truc avec 2 cœurs à 2,6 GHz gravé en 14 nano, le tout couplé à une Vega 3, c'est quelque chose qui se compare pas vraiment à une PlayStation 5. Hein. On va pas se mentir. C'est à peu près 10 fois moins puissant, c'est assez ridicule. Et c'est quand même $300, voire 400 si tu prends la version luxe avec un truc, avec une autre manette, là, avec 2 manettes, machin sans fil. Donc, si tu veux, quand tu commences à taper sur des prix qui sont celui de la Xbox Series S ou de la PlayStation 5, tout dématérialisé, avec un matériel comme un Ryzen 1606, tu te dis, on se fout de la gueule de qui ? Franchement, je comprends pas. Tout ça parce qu'il y aura des rapongs dedans. Enfin, je comprends pas pourquoi ce truc. Voilà, donc c'est la sortie inutile du mois. Désolé. La NES Mini avait la décence d'être moins chère. Bon, c'était la même proposition, je trouve, par certains aspects. Mais... Moi, ça me rappelle le Cube en français, dont beaucoup s'étaient émus, qui était donc un Intel NUC déguisé en PC Made in France, pseudo PC Made in France, qui était vendu
3 fois trop cher. Donc ça me rappelle ça, mais c'est oui clairement. Et le projet à l'origine d'Atari là avait été financé sur Indiegogo. Je répéterai jamais assez que Indiegogo est une plateforme qui trop bien nommé, c'est ça? Non, mais d'une manière générale, faut pas, quoi. Enfin, à part si vraiment vous avez ultra confiance dans le projet et vraiment c'est un truc incroyable. Non, mais faut pas, en fait. Je veux dire. C'est un gage de doute. Ouais, non, vraiment. J'ai jamais vu, vraiment, honnêtement, je n'ai jamais vu un projet Indiegogo donner quelque chose d'intéressant et pas être en retard, etc. Enfin, vraiment, hein, enfin, c'est, voilà. Moi, et je ça vois s'explique comment d'ailleurs? Parce Hein que, et ça s'explique comment d'ailleurs? À l'origine, enfin, je sais pas encore si c'est le cas, j'ai pas regardé leurs conditions récemment, mais ça s'explique par le fait que Kickstarter ou Ulule, pour citer un français, ont des conditions beaucoup plus strictes en ce qui concerne ton projet sur, il faut que tu aies un prototype qui fonctionne déjà, etc. Okay. Donc tu as un projet qui est beaucoup plus solide quand tu arrives sur Kickstarter, et les gens sont plus facilement capables d'aller le financer. Alors que Indiegogo, c'est vraiment la porte à tout. Et j'ai envie de dire que c'était un peu dans le nom du site depuis le début, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. C'est clair. Très bien. Parfait. Bon, donc méfiez-vous en tout cas si on vous parle d'un projet sur Indiegogo. On parle un petit peu de la PS5, Guillaume? Oui. Ouais, les temps sont durs hein, pour les nouvelles consoles. Hein. C'est la pandémie ralentit le développement des jeux. Il y a plein de trucs, comme par exemple la performance capture, par exemple le travail audio. C'est des trucs que le télétravail facilite pas toujours, quoi, tu vois. Donc les jeux qui ont beaucoup de cinématiques, en fait, sont assez impactés par ce genre de trucs. Puis après, évidemment, il y a toujours cette fameuse pénurie de composants qui ralentit en plus la pénétration des machines. Donc il y a encore beaucoup de joueurs qui sont sur PlayStation 4. Et très logiquement, on voit des jeux qui devaient être exclusifs devenir cross-gen, même chez Sony. Hein, pourtant, il se différenciait de Microsoft avec son fameux Generations Matters, ou Generation Matters, je sais plus. Enfin bon, en tous les cas, Gran Turismo 7, qui devait être une vitrine techno PlayStation 5, deviendra aussi un titre PS4, de même que God of War Ragnarok. Et pire encore, ils arriveront pas avant 2022. Et c'est long, hein, surtout qu'il commence à se murmurer que Horizon Forbidden West, qui a été montré dernièrement, qui est magnifique, hein, sera difficile à tenir, difficile à finir pour un lancement en 2021, donc pas impossible, mais quand même. Herman Hulst a bien dit qu'il faisait le maximum, mais qu'il n'était pas certain qu'Horizon soit prêt à temps. Donc ça, c'est un peu déprimant. Alors il reste Ratchet & Clank, hein, qui est fantastique, voilà, c'est comme jouer un film Pixar, bon. C'est vraiment une vitrine next-gen parfaite, hein, qui est du fun pour toute la famille, donc c'est une vraie perle. Mais c'est vrai quand même qu'on a une période de vache un peu maigrichonne, tu vois, on aperçoit un petit peu les cotes quand même. Mais bon, l'avenir s'annonce célesto-cosmique, hein, pour paraphraser un émérite vétéran du journalisme de jeux vidéo français. Et pour le prouver, c'est simple, voilà, pour vous le prouver, il suffit que vous alliez il suffit que vous alliez sur YouTube pour voir des démos de l'Unreal Engine 5, je sais pas si vous avez fait ça, mais franchement ça vaut le coup, puisque depuis qu'Epic a mis en libre accès son nouveau moteur, il y a plein de devs qui s'amusent avec et qui font des petites démos, mais des petites démos qui défoncent la tête, c'est absolument magnifique, c'est incroyable. Donc voilà, Unreal Engine 5 pour moi c'est pas une claque, hein, c'est une patate de forain dans ta gueule, et quand je me dis que les jeux dans 3 ou 4 ans seront comme ça sur Series ou sur PlayStation 5 ou sur PC, je m'en remets pas, donc finalement on paie rien pour attendre. Moi, clairement, ce qui m'avait le plus marqué dans les conférences de présentation de la PlayStation 5, c'était pas les jeux les plus impressionnants, type, enfin les plus à plus gros budget, type Horizon ou Ratchet & Clank, qui sont que j'adore, mais qui étaient un peu attendus, si tu veux. C'était plutôt la présentation de certains jeux indépendants, notamment Kena Bridge of Spirit, qui pour moi montrait à quel point, qui était bluffant, enfin super beau quoi aussi, mais qui était un jeu indépendant développé seulement par quelques personnes. Et c'est là où, en fait, pour moi, on voyait vraiment les capacités de la console commencer déjà à s'exprimer. C'est le fait que les indés ont vraiment pu faire une sorte de jeu, passer une sorte de jalon avec ce changement de génération. Et on va avoir vraiment des jeux indés de plus en plus impressionnants. Et forcément, enfin, si d'un côté de la chaîne, les jeux indés sont plus impressionnants, de l'autre côté de la chaîne, les jeux à ultra haut budget vont aussi gagner en fidélité ou en grandeur en tout cas. Donc clairement le mieux est encore à venir. Oui. Moi, la période de vache maigre, je sais que, enfin, il y a plusieurs journalistes qui en parlent. Enfin, factuellement, oui, le début de l'année 2021 était plus maigre que les années précédentes. Après, c'est aussi parce que les années précédentes étaient des années records jusqu'à présent. Et que là, on a eu une cassure à cause du Covid qui a mis un frein dans les développements. Donc, on est en train de commencer à payer toute la fin d'année 2020. En fait, c'est des jeux qui étaient déjà plus ou moins finis de production qui sont sortis. Et là, on est en train de payer gentiment le retard dû au Covid.
Mais enfin, ça reste très gentillet, comme j'ai quand même eu quelques sorties importantes dans le début de l'année, notamment Resident Evil ou d'autres jeux. Donc ça reste très gentillet comme vache maigre. Et puis surtout, c'est enfin l'occasion de jouer au back catalogue, c'est-à-dire à tous les jeux qu'on a déjà achetés, qu'on n'a jamais fait, ou à tous les jeux d'abonnement du PS Plus ou du Game Pass qu'on n'a pas encore fait. Donc il y a c'est pas comme si on manquait de choses à faire en termes de jeux vidéo. Et on sait en plus que voilà, cette période elle va bientôt se terminer. Je pense que d'ici, et en plus on risque même de se prendre un contre-coup peut-être en 2022 où d'un coup tous les jeux, il risque d'avoir une sorte d'embouteillage un petit peu comme dans le cinéma où tous les jeux qui se sont fait plus ou moins repousser vont d'un coup tous vouloir sortir en même temps et on va repartir sur des années avec beaucoup de sorties quoi. Ouais, d'ailleurs, ah pardon, oui. Non, vas-y. Oui, je disais, t'as complètement raison, Cassim. C'est vrai que Kina est super intéressant, et c'est vrai que les indés commencent à faire des jeux de plus en plus beaux, de plus en plus sophistiqués et tout ça. Et justement, pour revenir, je me remets pas de Unreal Engine 5, mais j'allais dans ton sens. Ce qui est vraiment génial, c'est que toute cette technologie, toute cette merveille, il y a vraiment un gap technologique. Unreal Engine 5, ce qui est génial, si tu veux, c'est que c'est un gap de génération. C'est presque un truc next gen, mais avec le matériel d'aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, toute l'ingénierie, toutes les mathématiques, toute l'intelligence a réussi, si tu veux, à même relever la barre, alors que on a sur du matériel, tu vois, qui est déjà existant. Parce qu'Unreal Engine 5, ça marchera sur mon propre PC, hein, ça marchera sur smartphone. Ça marchera un petit peu partout. Et Nanite, je veux dire, il marchera pas forcément sur PlayStation 5, il marchera un peu partout, quoi. Et ce qui est génial, donc, c'est que toute cette débauche de technologie et d'intelligence, en fait, elle est au service des artistes, parce que l'humaine, ça facilite énormément le travail de tous ceux qui font de tous ceux qui font les light maps, de tous ceux qui s'occupent de l'éclairage dans les jeux vidéo, parce que ça sera fait automatiquement. Nanite, c'est le load parfait, c'est le level detail parfait. Donc t'as plus besoin de retoucher tous les modèles, de faire de la retopologie de tous les modèles pour avoir plusieurs versions de modèles plus ou moins détaillés en fonction de la truc, pour faire des algorithmes, tu vois, qui changent de modèle en fonction de la distance de vue. Non, tout ça c'est automatique. Il y a énormément de travail pour expliquer. Il y a énormément de travail de répétition dans la création des jeux quand on crée les textures et tout ce qui est donc ce qu'on appelle les assets, donc tout ce qui est voilà, vous voulez un lampadaire dans votre rue, il va falloir le créer, il va falloir le créer en plusieurs niveaux de détail selon que le personnage est loin ou pas. Et tout ça c'est du travail vraiment redondant et stupide pour un humain à faire en fait, qui est pas du tout artistiquement intéressant. Une fois que tu as créé ton premier lampadaire, faire des versions entre guillemets basse définition, c'est pas intéressant du tout et il faut les faire à la main jusqu'à présent. Et Unreal Engine, oui, permet vraiment a priori, d'après Epic Games et puis d'après ce qu'on voit des premières démos, de simplifier ce travail-là pour les développeurs, qui va du coup pouvoir se concentrer pour faire d'autres choses, ce qui du coup fait que à taille de développeur égale, tu vas pouvoir faire plus de choses et de façon plus originale avec des décors qui se répètent moins, ou à taille de développeur plus petit, donc des développeurs indés par exemple, faire des jeux plus ambitieux que ce qu'ils pouvaient faire avant, et tout ça c'est positif quoi. Mais complètement. Et tous les trucs sont comme ça. Enfin, l'interface a été retravaillée, le solver IK, ça permet de faciliter l'animation. Tu as aussi le world partitioning qui permet de faire du streaming de monde ouvert de manière complètement transparente. Et il y a aussi Quixel. Enfin, je veux dire, tu as accès à des assets de qualité cinéma de manière gratuite. Tu peux les intégrer en drag and drop directement dans ta fenêtre de jeu, dans ta fenêtre d'édition. Et tout ça, c'est complètement, c'est incroyable quoi. Là aussi, c'est des choses qui étaient inaccessibles, en particulier pour les indés, parce qu'un Sony, par exemple, pouvait se payer la bibliothèque Quixel sans problème, ou un Microsoft, mais pas du tout un développeur qui est tout seul chez lui. Il pouvait pas forcément accéder à Quixel. Là, il pourra en fait puiser là-dedans, quoi. C'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment un tournant, quoi, parce que c'est vraiment, technologiquement, c'est extraordinaire, et en plus, c'est ultra accessible, et ça facilite la vie de tout le monde, donc c'est vraiment génial. J'ai une idée de la réponse à la question que je vais poser, mais est-ce que dans une certaine mesure on peut rattacher, est-ce qu'on pourrait expliquer les telles évolutions dans des environnements de développement, donc sur des parties plus logicielles, par justement la pénurie des composants? Est-ce que vous pensez que la limitation du matériel force toute l'industrie à encore mieux développer la partie logicielle? Je pense pas, mais non, pas du tout. Non, ça c'est parce que c'est des trucs qui ont été commencés à être étudiés il y a des années. Les échelles de ça fait 5 ans qu'ils travaillent dessus.
là-dessus, à mon avis. Hein. Non. Oui, bah c'est tout simplement, enfin c'est la réponse aux besoins, c'est le fait que il y a deux choses. D'abord, l'Unreal Engine était très mauvais pour les open world et c'est devenu le standard du marché de faire des open world. Donc ils avaient besoin de répondre à ce besoin parce que il y a deux fois besoin parce que les open world étaient très populaires et du coup vous regardez tous les open world populaires, que ce soit Assassin's Creed ou des GTA ou des Red Dead Redemption, tout ça c'est fait avec des moteurs maison à chaque fois, et Epic veut aller chercher ces développeurs-là, veut que les gens arrêtent de développer leur propre moteur plutôt qu'à prendre l'Unreal Engine. Et puis le deuxième élément, c'est la taille des équipes a encore augmenté de façon un peu exponentielle sur les dernières grosses productions des éditeurs. Si vous prenez un The Last of Us 2 ou un Assassin's Creed, on s'imagine pas les centaines, voire les milliers de gens qui travaillent sur ces jeux, quoi. Enfin, un Assassin's Creed pour Ubisoft, je crois que c'est une dizaine de studios qui travaillent ensemble répartis dans tous les coins du monde sur le jeu sur plusieurs années pour pouvoir le produire. Tout ça, enfin, il y a clairement entre guillemets des postes pas redondants, mais des choses à optimiser. Il y a eu une sorte de mise à l'échelle qui s'est un peu, pas forcément qui s'est mal passée, mais voilà, les projets ont grossi au fur et à mesure que les consoles étaient de plus en plus puissantes, et il y a quelque chose d'un peu de retravailler les outils pour se remettre à l'échelle des jeux qu'on essaye de produire désormais, quoi. Dernier sujet de cette rubrique jeux vidéo et même de cet épisode. Cassim, tu voulais nous alerter sur une pratique commerciale qui mérite d'être décriée. Oui, c'est Micromania qui nous a envoyé un communiqué de presse aux journalistes aujourd'hui pour lancer son offre de location pour la PlayStation 5 et la Nintendo Switch, parce qu'en plus, c'est deux consoles quand même qui sont très recherchées, en particulier la PlayStation 5 évidemment, qui est tout le temps en rupture de stock. Donc je pense que des gens seront intéressés ou vont être démarchés par Micromania pour être intéressés. Puis il y a forcément quelqu'un dans vos connaissances, dans votre famille qui va peut-être être intéressé, et c'est un piège, donc il faut faire attention. C'est un piège à deux titres. Il y a deux choses qui m'ont mis un peu hors de moi sur cette offre. Donc c'est une offre de location qui vous propose donc voilà de payer une mensualité puis un virement puis 24 mois de mensualité qui vous revient dans le cas de la PlayStation 5, si vous prenez le forfait le moins cher possible, vous revient déjà, j'ai plus les chiffres en tête, mais à plus de 350 400 €. Non, ah ouais, carrément. Ah oui, à plus de, c'est ça, on s'approche, on est à quelques euros près du prix de la console. Sauf que vous ne la gardez pas à la fin des 2 ans. Vous ne la gardez pas au bout des 2 ans. C'est une simple location. Ça coûte 472 €. Donc on est à 30 € près de l'achat complet de la console. Et vous ne la gardez pas au bout de ces 2 ans. Vous devez la changer contre une neuve. Vous prévient Micromania qui, dans son communiqué de presse, met ça sous l'angle du durable. Il indique que accéder à une console neuve tous les 2 ans, c'est répondre à un souhait et à la nécessité d'une consommation plus durable. Parce que, en fait... C'est quoi l'argument? Parce que la console que tu vas rendre au bout de 2 ans, elle va être reconditionnée et revendue pour une deuxième vie. Donc, traduisons-le, ils vont se refaire un bénéfice sur la vente de la console en d'occasion, qui est quand même le gros du business model de Micromania, la vente d'occasion. Donc voilà, il te passe la console neuve, il te force entre guillemets à la rendre au bout de 2 ans. Et en plus, quand tu la rends, après, ils se referont un bénéfice dessus. Et ils te mettent ça, et te saupoudrent ça de durable, alors qu'une console est justement un produit tech qui est quand même plutôt durable, dans la mesure où, en général, une console, tu peux la garder 6 à 7 ans, même plus longtemps si t'as envie, mais tu peux la garder 6 à 7 ans sans changer de génération. Donc c'est quand même un gros bénéfice. Garder toute ta vie, dans l'absolu, il y a plein de gens qui gardent ça en plus. C'est ça, dans l'absolu, on est bien d'accord. Si d'aventure tu voulais vraiment que garder une seule console par génération, tu la gardes 6 à 7 ans, et c'est quand même déjà beaucoup mieux que la moyenne de ce qui se fait dans la tech en général, où tu gardes les produits peut-être moins longtemps. Donc c'est quand même quelque chose d'appréciable dans les consoles de jeu, et là ils te balancent du durable pour quelque chose que tu veux changer tous les 2 ans contre un produit neuf, ce qui pour moi est complètement l'opposé. Et puis en plus en plus un prix qui est pas intéressant. Alors en plus il y a rien qui va dans l'offre, hein, puisque vous êtes engagé sur les 24 mois, vous pouvez pas résilier avant. Il y a aucun désavantage de la location, puisque normalement la location on devrait pouvoir partir un peu quand on veut. On pourrait se dire que c'est ça l'avantage. Non, il y a pas d'option d'achat à la fin. Bref,
On est un peu interloqué par cette offre et c'est vraiment plutôt une sorte d'alerte. Mais merci. Tu sais quoi? Merci Cassim, parce que moi j'ai reçu un mail ce matin même de Micromania qui me proposait cette offre. Et quand je l'ai lu, un peu en diagonale, je me suis dit pourquoi pas? Parce que je pensais vraiment, honnêtement, qu'à la fin je gardais la console. À la fin des 24 mois. Ça me paraissait logique, tu vois. Non, c'est pas une offre de leasing ou de location avec option d'achat comme on peut en voir maintenant de plus en plus. Et là, c'est vraiment juste une location. C'est très très différent du coup. Et c'est une des manifestations de plus de la disponibilité des consoles, de l'image que ça représente. Et j'imagine effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent tomber dans le panneau. Compte tenu de la rareté, en plus, j'imagine que Micromania va peut-être privilégier la mise à disposition des consoles qu'ils vont avoir à leurs clients qui vont tomber dans le panneau, je raye, souscrire à la location. Donc ça pose effectivement plein de problèmes au niveau de la conscience. Et la cerise sur le gâteau, effectivement, de faire passer ça sur l'argument de l'écologie. Ce qui est vraiment effectivement le truc le plus aberrant possible quand on sait ce que c'est effectivement. Merci Cassim pour l'alerte. Bon, on va enchaîner avec la rubrique en vrac. Non, je déconne, il est temps de terminer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toi Cassim de nous avoir accompagnés. Merci à toi Guillaume pour la préparation de cette émission. Il est grand temps de vous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver à titre individuel. À commencer par toi Cassim, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut converser avec toi? On peut me retrouver sur Twitter, @notcassim, NOTCA2SIM, et apparemment maintenant on va peut-être pouvoir me retrouver de temps en temps sur Twitch, sur la chaîne de Frandroid. Oh, trop bien. Merci Cassim, merci pour ta participation. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur internet, je sais pas, peut-être que je vais finalement les télécharger, les 100 gigas de la démo de Unreal Engine 5. Et on t'y retrouvera peut-être, effectivement. Merci beaucoup Guillaume. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Vous me retrouvez aussi dans Relife, même si on est dans des phases de production plus lentes en raison de nos disponibilités personnelles, Matt et moi. Et vous me retrouvez aussi très anecdotiquement ces derniers temps dans Paraculte. Là aussi, mon emploi du temps souffre difficilement, fait souffrir difficilement ma participation à ces autres podcasts. Vous pouvez évidemment compter sur moi pour la présence dans Tech Café. Et puis, ça y est, je me retrousse les manches plus que jamais pour continuer mes travaux et m'offrir un environnement de production de podcasts et de production de contenu à part entière. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.